Émission 810. Cette semaine, Noctura volume 1, Full Throttle Dark. Ça, je me suis trompé. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. J'ai pas entendu Gauthier. Gauthier, qu'est-ce que t'as dit? L'ensemble! T'as fermé ton micro puis t'as dit l'ensemble. Ah! J'étais sur mute. Bravo. Okay, comme un bon. boomer. Benoît, merci au micro. Cette semaine, je suis entre une équipe dont les membres ont des racines en commune. Je vous les présente à l'instant. Le premier aimerait bien pouvoir payer son hypothèque à coups de points d'expérience. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Comment ça va, Benoît? Ça va? J'ai la grande visite. Je vais vous la présenter dans pas oui. long, mais je suis bien content de la grande visite ici. Ouais. Le deuxième, je savais pas qu'il allait être là en début d'émission, fait que tout ce que j'ai trouvé, c'est de dire, c'est qu'il est en vacances. Laurent Boutin est avec nous, c'est Laurent. Salut! Et là, on a la grande visite. Je t'ai pas averti. Mais non, mais c'est ça, il y a plein de surprises aujourd'hui. Là, on a de la grande visite. Je pensais que t'avais toujours un backlog pour chacun de nous, genre. T'es-tu malade? C'est comme moi, je fais ça sur un coin de table depuis 17 ans. Là. Ça fait longtemps, depuis 2013 que je ne sais plus. Là. Pourquoi tu penses que ça marche pas, nos affaires? Le dernier a fait, j'ai calculé, grâce à ChatGPT, 5860 km en avion pour venir constater nos racines communes. Laurent Biot est avec nous. Salut, Laurent. Salut. Hey. C'est rare qu'on a de la visite aux Mystérieux Étonnants. Puis pour les gens à la maison qui ne connaissent pas Laurent, parce que des fois c'est le premier show de quelqu'un, t'es un auditeur de longue date qui est devenu un ami et depuis... En fait, on te name drop autant que nos autres amis qui font partie de l'univers étendu des Mystérieux Étonnants. Là, t'es en visite à Montréal et on s'est dit, ça te tente-tu de participer comme les dernières fois? Et t'es dans mon bureau. Fait que c'est cool. On a un petit setup pour pouvoir faire du live et du en présentiel maintenant. Donc, bienvenue à Montréal. Comment tu te sens? Comment tu te sens Je me sens plutôt bien. Dans l'entre du malin, je suis bien, avec Ben, tout roule, bien installé. Oui. Non, on est très très bien. Toujours mystérieux, toujours. Oui. C'est quoi? C'est ta 4e participation, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Je pense 4e. 4e, ouais. Voilà. J'espère que ce sera la meilleure. On va voir. Le futur nous le réserve. Le futur est à nous. Donc, tout vous voyez, là, c'est équipe complète et les conjoints des Mystérieux Étonnants sont dans le salon. Fait que Laurent Bérangère dans le salon et Calem du côté de Laurent, l'autre Laurent. Et c'est ça, il faut dépareiller. C'est la grande visite et Laurent. Fait que la grande visite est dans Laurent Biot, parce que sinon on va se mélanger sinon. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Parfait. Oui. Vous êtes avec moi? D'accord. Parfait. Excellent. Hey, Je pense qu'entre Laurent, on peut s'appeler Laurent. Oui, mais si tu le dis, tu le sais que tu t'adresses pas à toi-même. Oui, c'est ça. Tandis que si moi je dis pour Laurent... nous deux, c'est correct. Attends, on peut faire un test. Faisons un test. Oui. Je vais dire Laurent avec l'intention derrière et on va essayer de deviner à qui je m'adresse, OK? Le pro des coms. Exactement. Oui. Mais je dis pas que je vais être bon, là. Je fais juste un test. On va voir si ça fonctionne, OK? Laurent? C'est plutôt moi. Non, c'était l'autre Laurent. J'allais dire c'est plutôt moi, mais en fait, il est en face de l'autre Laurent. Fait C'est que ça. probablement que s'il regardait, en tout cas, non, ça va pas le faire. Ça vient de mélanger assez rapidement. Ben ouais, voilà. Hey, veux-tu retracer pour nous, Laurent Biot, la grande visite, notre origin story, parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, comment on s'est rencontrés? Ça fait quand même assez longtemps. Là. Ok. Je pense que ça date de 2012. Oh mon Dieu, ouais, ça fait au moins 11 ans. Nous étions jeunes. Et con. Et cons. Là, on est juste con. Exactement, là, avec l'âge. Et je t'avais contacté dans le cadre d'un blog auquel je participais à l'époque. Ouais. Moi, j'écoutais Les Mystérieux, j'étais déjà très très fan. Et t'avais été d'une gentillesse. Alors, attention, je ne fais pas mon fanboy de base, mais t'avais été adorable. C'est surprenant parce que t'es pas en crise en 2013. 2011-2013. Et Grosse année 2012. Oui, 2012 aussi qui a suivi. C'est jamais parti. Et de là, c'est devenu une espèce de routine positive avec vous, de vous écouter, de vous parler, et puis j'ai découvert tout le monde, tout l'univers étendu des Mystérieux, que ce soit Gauthier qui est venu à la maison, Oui, c'est vrai, à toi. à qui j'ai fait mon meilleur repas.
Oui. Te souviens-tu, Excellente Gauthier, de ce raclette. repas? C'était quoi? On a mangé une excellente raclette. Raclette, wow. Moi, je me souviens surtout du truc congelé que je t'ai préparé le jour où t'es arrivé. Je m'en rappelle. Je me rappelle bien, moi. Tu vois, ça m'a pas dérangé. Là. J'étais déjà très, très, très excité que tu me reçoives à Tours. T'aurais pu genre m'ouvrir une conserve de bin. nourriture pour chat, puis en me disant ouais, c'est du foie gras. Machin. J'aurais fait oui, c'est bon. En bon kem, tu l'aurais mangé, puis t'aurais fait ah oui, je vois Ouais, pas la différence. J'aurais été poli. Non, c'était. Et puis voilà. Donc, depuis 2012, vous faites partie de ma vie. Ben oui. Plus que de ma vie, puisque maintenant vous êtes sur mon bras. Oui, c'est ça. Voilà. C'est Laurent qui s'est fait tatouer le logo des Mystérieux Étonnants sur sa manche. Insane. Ouais. Voilà. Wow. J'ai pas eu le cœur d'y dire qu'on a changé de logo j'avais depuis, oublié. mais bon. Si, mais j'ai entendu l'autre fois et ça m'a dit, oh, bon, je vais couvrir, c'est pas grave. Non, ça n'a pas été changé depuis. Inquiète pas. Mais voilà, donc moi, je suis hyper heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est toujours des très bons moments avec des très bonnes personnes. Et voilà. Bon, mais tu vois, ton chèque est dans le mal, Laurent. Merci. Justement, en parlant à Laurent, en parlant à vous, les gens de la maison et les mystérieux, j'ai reçu des messages vocaux Oh. de la part d'auditeurs. Et le premier est adressé en partie à Laurent, parce que j'avais annoncé la semaine passée qu'il allait passer. Et donc, on va l'écouter. C'est un message de notre auditeur et membre du Discord, M. Martin. Hey, salut les LME, c'est Martin. Cette semaine, un message pour Laurent Bio. Laurent, je vous souhaite, à ta femme et toi, un merveilleux séjour au Québec. Prenez le temps de visiter nos parcs, de voir nos paysages. Prenez le temps de manger une poutine, de goûter aux bières locales. Prenez le temps de visiter nos comic shops et librairies spécialisées. Et si jamais l'idée vous passe par la tête, sachez que nous n'avons jamais assez de geeks au Québec. Alors, si vous décidez de rester, vous serez les bienvenus. Invitation. Hey, à bientôt la gang. Ciao. Salut Martin, écoute. Tu sais, je te l'ai dit, tu fais partie de l'univers étendu des mystérieux rendus Qu'est-ce là, que Laurent. c'est gentil, C'est Martin. gentil, hein? Moi, c'est touchant. Mais le problème, c'est que geek, ça paie pas. Non, Sinon, non, on je serait tous super milliardaires. peux te confirmer que je vivrais pas la même vie. Hein. Mais tellement, je voudrais vivre ici. Et ma femme et moi, chaque voyage ici, c'est un vrai plaisir. Et là, on découvre Montréal, en plus à vélo, on marche, etc. On fait des parcs, tout ça, et on profite tellement. Vous avez un pays formidable. Voilà. Oui. On est bien, puis on le sait même pas. Message de Bast maintenant, et là, c'est plus dirigé vers, je pense vers moi, en fait, mais vous allez comprendre. Salut les mystérieux. Ça fait quelques fois que je vous entends tapocher un petit peu sur le magazine Safarir. J'avoue que vers la fin, ça volait pas haut. Mais personnellement, il y a eu une époque où les Jean-Nicolas Vallée, Lynn Arsenault, André-Philippe Côté, Mario Malouin, Jean Morin, c'était mes rockstars. Donc, j'aimerais que vous élaboriez un petit peu pourquoi autant de haine. De haine. Ben, je vais me lancer. Je pense qu'il faut faire une différence entre des blagues qui deviennent comme un genre de leitmotiv et notre haine. Si je déteste quelque chose, vous allez vraiment savoir que je déteste quelque chose. Safari, c'est plus une blague dans le sens que c'est un magazine de son époque. C'est très 90s. Je pense qu'on n'a jamais vraiment ri des artistes qui travaillent. Non, c'est ça. Ouais, non, ça c'est vrai par exemple. Puis moi, ce dont je me rappelle des commentaires qu'on a fait sur Safari, puis pour ta gouverne, Laurent Bio, Oui, Safari est un magazine humoristique des années 90 au Québec. Très 90s. Ressemblait peut-être à la presse satirique française. Là. Mm-hmm. Donc, tu sais, des blagues sur l'actualité, sur la culture populaire. Mais il y avait toute une... Puis je pense que c'est souvent de ça qu'on rit, c'est les espèces de montages photos un peu barjots qui étaient clairement faites par le magazine pour remplir des pages. Du vide, oui. Parce que des artistes d'autant de talent qu'il y avait dans Safari puis dans Croix à l'époque, ça se payait. Je pense que malheureusement, il n'y avait pas les sous
pour remplir autant de pages par magazine avec que du contenu de ces grands artistes qui étaient publiés dans Safari. Ceci dit, il y a eu des époques aussi à Safari. Il y a eu des périodes, comme il dit à la fin, Bast, ça volait pas haut, mais... Ben, c'est ça, je pense que nos commentaires sont à la hauteur de notre propre déception parce que, tu sais, je sais pas vous, mais moi, j'ai été abonné longtemps à Safari aussi, puis c'est comme si une monnaie, le magazine m'avait let down, tu sais. Ouais, il est devenu la parodie de lui-même. C'est ça, je pense. Ben, c'est ça, tu sais, il y avait comme... C'est ça, vraiment des bons dessinateurs, des bons artistes. Je sais pas si tout ça vieillit bien. Ça fait longtemps que j'ai pas feuilleté un vieux numéro, mais il reste que à mesure qu'on vieillissait, c'est pas que nous, on dépassait le magazine, c'était que le magazine, justement, remplissait de plus en plus de jokes puis de photos volées à l'Internet, puis que, tu sais, il y avait même une période où, plutôt que d'un magazine d'humour et de bande dessinée, tel qu'il était au début, il y avait un petit encore de genre 10 pages qui s'appelait Saf BD dans un Safari, puis c'était plein d'autres crap, tu sais, puis alors que la BD restait très bonne, là, je pense que même genre les Nombris puis l'Académie des chasseurs de primes, là, entre autres, avait commencé là-dedans. Avait commencé là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, le reste du magazine n'était plus à la hauteur. Je pense que c'est de là aussi que viennent les commentaires, c'est que le magazine s'est saboté lui-même, il nous a laissé derrière lui, tu sais. Ben, il y avait aussi un contexte qui dépassait Safari, tu sais, par rapport à la presse écrite puis au magazine. Oui, définitivement. Il y a une période où ça coûtait cher, là. Juste la distribution, tu sais, quand tout a été regroupé chez Québécois pour la distribution des magazines, ils ont eu l'opportunité de mettre leurs produits de l'avant en dépanneur, puis ça a tué beaucoup, beaucoup de publications qui étaient un peu plus indépendantes. Même quand Crow a essayé de revenir, ils se sont butés à ce monopole-là. Puis, à un moment donné, c'est ça, il faut que tu saches tirer la plug au bon moment. Malheureusement, je pense que Safari a essayé pendant un certain moment qui était peut-être pas nécessaire de survivre malgré tout. T'sais. Moi, c'est comme une espèce de portrait d'une époque, là, dans le sens que je me souviens très bien de lire le Safari avec mon frère, puis il y avait un moment donné un numéro, j'en ai peut-être déjà parlé à l'émission, mais il y avait un numéro qui était dans un sac de plastique, puis sur le cover, c'était 3X. Puis là, ma mère, elle voulait pas y acheter. Bingo. Le spécial bingo qui était écrit tout petit en bas, mais ma mère, elle voulait pas. Parce qu'il est emballé, puis nanana, puis comme, non, c'est spécial bingo, check. Puis c'est les gros... J'ai une image là, dans ma tête de la couverture archétypale du Safari qui est en fait un Michel Courtemanche déformé. Là. Puis je sais pas combien il y a eu de pages couverture avec Michel Courtemanche, mais dans ma tête, il y en a eu comme 15. Là. Fait que c'est plus cette idée-là. Ouais, pas plus que 2, probablement. Probablement, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est que c'est des vieilles... C'est des vieux souvenirs. Puis t'es pas Lee Gauthier parce que je me souviens d'un temps, on allait dans des salons et il y avait, dans les derniers temps, les derniers moments de Safari, des représentants qui essayaient de vendre des vieux magazines et bon, pas être méchant ici au Mystérieux, mais disons que ça nous faisait un petit peu rire. Fait que c'est surtout à ça que j'associe les souvenirs de Safari dans les dernières années. Fait que c'est une couverture qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est je pense que c'était le premier Jurassic Park qui venait de sortir, puis il avait fait une couverture où c'était le Tyrannosaure Rex qui chiait dans le stade olympique. Comme si c'était une gigantesque bol de toilette. Puis je pense que ça donne un peu le ton. Ça donne le ton. De l'humour qui parsemait ces pages-là. Mais c'était efficace. C'était drôle. Moi, je trouvais ça drôle. Il y avait beaucoup de jokes de caca dans le Safari. Ben oui, mais comme RBO, tu sais, je veux dire, oui, of course, bien sûr. Pourquoi on célébrerait autant RBO puis pas justement Malouin ou c'était le même genre d'humour là, à une certaine époque. Ouais. Mais moi, c'est drôle parce que la synchronicité, Laurent est ici cette semaine, de la grande visite, et la semaine dernière, j'ai revu un vieil ami d'université, de l'époque de notre ancienne station, donc un gars que je connais depuis au moins 15 ans. Et j'ai entendu dire de sources sûres qu'il y a en tout cas au moins un intérêt, c'est pas une joke, là, je suis pas en train de niaiser, là, de peut-être raviver une version papier de Safari pour quelques numéros. Donc, peut-être que le futur va nous offrir des nouvelles couvertures de Safari. Il y a un marché, tu sais, pour le mensuel
de qualité supérieure. Fait que, tu sais, s'ils réussissent à regrouper Des artistes. une bonne variété d'artistes vraiment talentueux puis qui font un produit de qualité, là, tu sais, comme autant dans le contenu que dans le contenant, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui sont preneurs parce qu'il y a vraiment un revival en ce moment du magazine, un petit peu plus spécialisé, un petit peu plus de niche, tant en architecture qu'en tourisme. Ici au Québec, on a vraiment des super beaux magazines. Là, je pense pas que Nouveau Projet, le magazine Nouveau Projet, qui est un peu sciences sociales, politique, s'ils avaient décidé de partir leur magazine au début des années 2000, ça aurait jamais marché. Non, c'est Jamais pas la marché. même chose. Ça a pris 2012. Et voilà. Ouais, puis les brassements sociaux qu'il y a eu au Québec. Et ça va tellement bien depuis, hein? C'est ça qui est le fun. Oui, Ça tout va change. mieux, tout va mieux. Fait que voilà, Bast. Mais d'ailleurs, il y a des rumeurs qui circulent aussi que Nouveau Projet, leur modèle d'affaires, c'est aussi de ne pas payer les gens qui Ouais. écrivent. Ah, que, oh, ben, ok, oh, palais. c'est pas j'entends tant ça. ça. OK. Non, mais attends, Ben, c'est sorti dans Le Devoir, c'est public. Là. Ah, OK. Je pensais qu'on allait se faire des ennemis encore. Là. Non, c'est Ah, pas une non, rumeur. je veux dire, c'est pas une rumeur. D'accord, je vois. C'est confirmé par beaucoup de gens, eux, s'en défendent bien que, excusez, on est en retard, blabla, mais c'est des retards parfois annuels. Là. Fait Ouais, que, genre le chèque est dans le mal. Là. Fait que, tu sais, les revues ont beau être belles. Je sais elles sont pas si belles. le modèle d'affaires est super bon, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais, Très tu sais, mauvais je veux dire aussi, Safarir est revenu il y a quoi, 2 ans, là, sous forme. Bon, c'était pas. Ça existe pas encore, là, c'est des informatique. capsules. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais, tu sais, dans l'indifférence générale, probablement, je Oui, dirais, mais aussi, c'est ça, c'est parce que c'est l'humour. L'humour n'a pas évolué aura non plus les- depuis. c'est ça. aura les pâquerettes des derniers numéros qui déjà nous déplaisaient. C'est ça qui essaie de ramener, tu sais. Les jokes volés par-ci, je veux dire, on a tout là, plein Ben, de tu mèmes viens-tu, dans nos un feeds des Internet, derniers on trucs n'a qu'ils pas ont mis, besoin de plus, c'était tu sais. un cartoon de Turbo Kid. Là. Ils avaient utilisé, je pense, le film ou la bande-annonce du court-métrage Ah pour ouais. faire une affaire rigolo. Puis... Non, j'ai manqué ça. Là. Oui, Ouais, je c'est sais. ça. C'est loin, là, mais je me souviens qu'il avait fait ça à un moment donné. Là. Fait que, bon, en tout cas, je leur souhaite bien bonne chance, là, mais c'est même le comeback de Crow dans les 2-3 dernières années. Là, il y a eu 2 numéros spéciaux, puis... Ouais. Mais ça doit être la faute Des fois, les souvenirs, c'est bon que ça reste des souvenirs. C'est vrai. OK. Ouais. Bon, ben c'est ça, Bas. T'as ta réponse. Je pense que tu as une bonne réponse. Une Quand même réponse complète, très- je pense. très complète. Très complète. Bast, je fais souvent des jokes, puis c'est souvent un deuxième degré. Faut pas me prendre pour... faut pas prendre ça pour du cash, comme on dit. Inquiète-toi pas, c'est correct. L'honneur de Safarir est préservé. Inquiète-toi pas. Hey, j'en ai encore plein, là, chez nous. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ça, man? T'as déménagé ça dans ton nouvel appart? Je sais pas quoi faire avec. Mais t'es Des jettes. fois, T'es jettes pour libérer les âmes qui sont comme prisonniers de l'encre dans lequel ils sont... Ben non, comme tu dis si bien depuis quelques semaines, c'est prisonnier des armes partout par chez nous. Fait que... Oui, c'est vrai, mais cette semaine, je dois avouer que dans ton stream vidéo, on ne voit pas la silhouette de l'homme Ah ouais? dans l'embrasure de la porte, donc je pense que t'es correct. Bon. Ben, j'ai bougé des affaires dans le garde-robe. Fait que c'est Peut-être probablement... changer les ombres. C'est ça. Il a fait brûler de l'encens. Oui, c'est ça. Sage. Fait venir un exorciste. Ouais, d'ailleurs, il y a le réalisateur de l'Exorciste qui est décédé aujourd'hui, Oui. alors que le film doit célébrer son 50e anniversaire. C'est quand même assez Ouais. synchronicité encore. Hey, si Karma. vous voulez nous laisser un message comme Martin et Bast, l'adresse c'est speakpipe.com, donc speakpipe.com/mystérieux E, donc MYSTERIEXE. De toute façon, l'adresse est dans la description, le descriptif de l'épisode. Donc, c'est super facile. Commentaires, suggestions, haine contre Safarir, pour Safarir. Peut-être on va lancer un nouvel engouement. Le qui grand sait. débat. Le grand débat Safarir ou Crow. Lequel gagne On dans le devrait combat de lire un rôle. vieux Safarir comme sujet de show. Pour vrai, oui. On devrait vraiment faire ça. On devrait faire ça au moins une fois. On devrait au moins faire ça une fois. Ouais, je suis d'accord. Sinon, ben, c'est ça. Avant que je l'oublie, la semaine prochaine, 14 août, je sais pas ce qui va se passer parce que finalement, moi, je me mets dans le Nord, je vais dans le chalet familial que j'ai pas visité depuis au moins 20 ans. Je vais essayer d'enregistrer quelque chose à l'avance pour les gens à la maison. Mais sachez que la semaine prochaine, si pour la première fois en 17 ans, vous n'avez pas un épisode des Mystérieux Étonnants, c'est parce que Ben a décidé d'aller se ressourcer et visiter ses ancêtres dans un trip de moche. Fait que je ne serai... Il n'y aura peut-être pas d'épisode, mais il y a bien des chances que je vous livre quand même de quoi. Mais ça se peut. Ça se peut qu'il n'y ait rien le lundi 14 prochain. Voilà, fini les annonces. On fait-tu parler notre invité? On fait-tu commencer? Oui. Comme ça, on le met sur le... Ouais, vas-y, Laurent.
Voici la grande visite. Tu veux des nouvelles? Ouais, des nouvelles. Voilà. On parle-tu de méca un peu? Tu peux y aller, je vais turner off pendant que toi puis Gauthier vous trippez. Ben c'est ça. Tu penseras à Star Trek. là. Oui, Ouais, c'est ça. je pense à Star Trek en ce moment même. Pense à ton épisode musical. Ah oui. Stranger World. Alors, j'ai 2 nouvelles sur les mechas. Mhm. La première, on va commencer avec un film qui sortira au mois de novembre au Japon. Un film de Singapour qui s'appelle Even, The Boy and His Robot, qui est un film... Alors, la bande-annonce est sortie cette semaine, je vous invite à aller la voir. Ça nous raconte l'histoire d'un jeune pilote qui s'appelle Kai et son robot qui s'appelle Little Dragon, le petit dragon pour les Français. C'est produit par Eric O, qui est à la fois producteur, réalisateur et écrivain et scénariste. Ce monsieur est comme Shiva, il a 1000 bras. Ouais, il a tous les chapeaux. Bref, Ouais. il a tous les chapeaux. C'est produit par Elle Film à Singapour donc. L'affiche, je vous invite à au-delà du teaser trailer, regardez l'affiche. Il y a vraiment des références méca dessus. Il y a une première référence. Il y a clairement le casque d'un pilote, c'est Macross. Voilà. Je vois Gauthier qui opine du chef. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, vraiment. Le personnage de profil en haut à droite, là, ouais. On est d'accord. C'est clairement. Moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Et le robot en lui-même, et l'histoire de Kai et le robot, c'est vraiment, ça fait très amoureux Eric 78. Donc on sent vraiment qu'il y a une espèce de course à produire quelque chose et à le sortir au Japon très vite avant qu'un film Gundam sorte. C'est un peu comme ça que je le vois. Voilà. Sachant que dans le trailer, il y a vraiment des combats spatiaux de méca, etc. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette petite merveille en France. C'est live action ou c'est en... C'est live action. C'est live action, ok, ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de dessins animés puis de films en animation, mais rarement, en tout cas de mon souvenir, en live action. C'est le vrai challenge avec du méca. Je crois que le seul... Allez, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais pour moi, la seule séquence réussie de mecha, c'est Ready Player One. C'est tout. Ah ouais, j'ai eu peur pendant un moment que tu dises Transformers. Attendez, Bumblebee puis Rise of the Beast, c'est quand même très bien. C'est très divertissant. Est-ce qu'on peut considérer ça comme du mecha, par exemple? Ça aussi, Nope. on pourrait avoir un débat. Qu'est-ce qui définit mecha? C'est parce qu'il faut que tu aies un pilote dedans, finalement? Ouais, moi, je pense que oui, là, à la base, là, ça prend un pilote. Okay. C'est le concept du créateur de Gundam, en fait, à la base, qui est le Real Robot. Ce n'est qu'une arme, en fait. Donc, elle doit être pilotée. Elle n'a, de base, pas d'âme. Il y a un auditeur qui vient de dire, Maxime Lampron, Pacific Rim, c'est pas faux? C'est ce qui se rapproche le plus c'est du mecha. C'est du mecha, ben oui. Ouais. Il n'y a pas de restriction de temps pour du mecha, non? Parce que là, on est dans Pacific Rim, on est comme des robots, la grosseur de... Ils pourraient affronter Godzilla, mais on parle pas de mecha version... Non, parce que Macross, c'est du mecha aussi. On est sur de l'avion convertible. Mm-hmm. Moi, j'irais même jusqu'à dire que Attack on Titan, c'est un peu du mecha. Du mecha? Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a les personnages qui deviennent des titans, puis qui contrôlent les titans à l'intérieur. Mais c'est biologique. Ben oui, mais c'est quand même le concept où il y a quelqu'un à l'intérieur de quelque chose de plus gros qui est une arme. C'est pas faux. OK. On étire le con. Mais Ouais, je comprends. je peux comprendre que ça porte à débat aussi. Il y a des puristes qui vont nous écrire là, à benamystérieux.com. C'est sûr. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, c'était ma petite nouvelle de mon côté. Rappelle J'en ai donc une le autre. titre, s'il te plaît, Laurent. Alors, c'est le Even, The Boy and His Robot. Désolé pour mon accent. Non, c'est correct, écoute. C'est faux, c'est rare quand même des films comme ça, grand déploiement, gros budget de Singapour. Peut-être qu'on va en voir de plus en plus arriver, parce que c'est quand même un endroit avec beaucoup d'argent. Oui, Donc, ils ont du money. C'est-tu basé sur une franchise qui existe déjà ou c'est... Écoute, semble-t-il que oui. Je suis tombé juste sur un livre qui a été écrit, qui s'appelle Even, toujours The Boxer, donc où c'est un jeune qui prend le contrôle d'un robot, a priori dans des matchs de boxe, ou bref, j'en sais rien, j'ai pas eu d'infos plus que ça. Mais dans tous les cas, il semblerait que ce soit une licence. Okay. Donc
moi, je vois vraiment le truc sortir pour contrer et arriver avant Gundam à un moment ou à un autre. Je le vois un peu comme ça dans ma tête. Peut-être que je fantasme. Ils sont en train de travailler sur un film de Gundam en live action. Ça, c'est une... Il est temps, c'est surprenant qu'ils l'ont pas déjà fait d'ailleurs. Là. Ils ont sorti beaucoup de dessins animés, de téléfilms, ce genre de choses-là, mais du live action, c'est c'est une franchise qui a presque 40 ans, 30 ans? 79. 79, donc ouais, c'est ça. Ça a 41 ans. 43 ans, pardon. Mais c'est tellement, on est tellement sur du. Alors ma connaissance n'est pas énorme là-dessus, mais en gros, la licence Gundam, c'est la licence Star Wars dans l'Occident, quoi. Si on parle Occident-Japon. Donc, il y a un challenge à pas se planter qui est juste monumental, quoi. Faut pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. Ouais, je vois genre. Ils vont arriver que les gens, les fans de Gundam sont excessivement fans. Parfois même un petit peu anal sur les bords, comme les fans de Star Trek en fait, puis de Star Wars, il y en a beaucoup. Là. Fait qu'il faut que ça soit comme parfait. Genre. Sinon, les gens ils vont détester, ils vont aller remplir les forums virtuels de commentaires dégueux. Là. Mais ouais, ok, je comprends. Monsieur Gauthier. Suite à ta question de la semaine dernière, Benoît, quelle question? À savoir si j'étais pour me laisser tenter par Baldur's Gate 3. Ah ben t'as répondu à la question. Ouais, on a eu notre réponse jeudi dernier. La réponse est oui, tout en cap-lock. Oui. Parce que, comme tu le sais déjà, Ben, j'ai poussé la chose jusqu'à faire un petit stream jeudi dernier pour tester le jeu. Oui, sur le Twitch des Mystérieux Étonnants, Mystérieux. Donc, oui, exactement. On a fait un petit 4 heures de gameplay. Ah, quand même, t'as fait un petit... Ouais, ok, je pensais que t'allais juste tester. 3h40 à peu près. Pour l'occasion, j'avais pas encore ouvert le jeu. Tu sais, j'étais vraiment vierge de Baldur's Gate 3. J'avais déjà joué à Baldur's Gate 2 il y a longtemps, à l'époque, dans ma période de gros bracelet de cuir, où j'étais... membre du club de jeux de rôle du Cégep du Vieux-Montréal, le Vieux Dragon. Hein? Ouais, ça, il n'y a pas plus enchaînement de mots qui dit vierge. C'est épouvantable, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je suis désolé. Je n'étais pas que vierge de Baldur's Gate. J'étais vierge tout court. Ouais, tes bases étaient à la gate encore, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Merci, Montréal. Merci, Montréal. Et puis, ben c'est ça pour... Donc, j'avais vraiment aucune expérience du jeu. Puis, Baldur's Gate, c'est quand même quelque chose... C'est quand même un jeu qui est difficile. Ouais, c'est assez complexe. Les deux premiers sont très difficiles. Qui demande quand même beaucoup de temps d'investissement. Donc, vous avez pu me voir, et vous pouvez encore me voir rusher ma vie dès le début du jeu, mes chanceux, où j'ai pris genre un temps pas croyable pour essayer de résoudre. Tu sais, c'est même pas une énigme, là, genre faut que tu trouves une clé à mettre dans une console pour libérer un des personnages avec lequel j'ai pogné ce bout-là, puis j'étais en train de te juger, man. C'est le seul bout que j'ai écouté. Ça a été long, là, puis je l'ai refait après, puis j'ai rushé encore. Ah, ok. Bon. Je me rappelais plus où était clé. Fait que c'est ça. Je sais pas si ça fait un bon stream. Mais oui, vas-y, Benoît. Non, j'allais demander qu'est-ce que t'as incarné comme personnage. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup de fun pour ça. Parce que mon personnage était une copie conforme de Jake. Ok. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ben, Jake est actuellement un rogue de niveau 3. Donc, un voleur de niveau 3 nain. Et puis, je me suis arrangé avec le module de customisation pour faire quand même une face de Jake. Là. Mais tu as utilisé le modèle de base d'un orc, de ce que j'ai vu aussi, non? Ben non, c'est un nain. Ok, c'est qui est juste vraiment... Tu l'as vraiment modifié pour que ça soit... Non, mais pour vrai, non, c'est ça fonctionne bien, là, je pense. Là. Ok. Je suis sûr que Jake est super content d'entendre ça en ce moment. Ben non, mais là, on peut le reconnaître. Là. Oui, moi je suis en train de dire, tu as utilisé le modèle de base d'un orc, puis tu t'es basé sur sa ressemblance, c'est sûr qu'il est content. Non, mais c'est pas un modèle de base d'un orc. Non. Non, mais je pensais. Le fait que je le pense, c'est ça qui est révélateur, c'est qu'il est laid en tabarnak, ton personnage. Ben, je pense que t'as pas vu le bon bonhomme. Ben, en tout cas, ok, c'est peut-être moi. Peut-être toi. En tout cas. Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, comme tout le fait que ce soit un rogue, puis son background, je l'ai pas choisi. Okay. C'est juste arrivé aléatoirement, puis c'est un rogue avec un background de charlatan, tu sais.
Ah, ça, oui, Puis, ça... ouais. Ça dit dans la description, genre, charlatan, vous profitez parfois de vos semblables pour arriver à vos fins. Puis j'étais comme, là, il va penser que je le juge à fond. Ouais. Mais je m'excuse, Jake, c'est pas moi qui ai fait ces choix-là. Sure. J'ai juste pesé sur des pitons, puis c'est arrivé comme ça. Pour vrai. C'est quand même drôle parce qu'il est aussi arrivé exactement la même chose qui est arrivé dans une de nos dernières games de donjon avec Jake. À savoir qu'au premier moment où il y a un trou dans le sol qui est apparu, Jake s'est calissé à l'intérieur. Il a fait ça pour vrai. Ok. Dans mes games. Pourquoi il a fait ça? Il a volontairement tombé dedans ou? Ouais, là, j'étais comme, ben là, il y a un trou dans le sol, vous voyez pas qu'est-ce qu'il y a au fond, puis lui, il était comme, je saute. Ouais, je le vois très Je bien saute. dire ça. Je saute dans le trou, man. J'ai OK. Fait qu'il est mort. Non, il est pas mort, mais il est arrivé en bas magané que le Chris. Il a pété son autre jambe, c'est ça qui est arrivé? Oui, c'est ça. Puis là vous allez me dire, ben là, Gauthier, c'est toi qui contrôlais le bonhomme dans le jeu. Genre, t'as fait exprès, tu sais, pour qu'il saute dans le trou. Là, vous avez le droit de penser que j'ai fait exprès, mais je vous jure que j'ai pas fait exprès. Fait que là, Jake se garoche dans le trou. Qu'importe le contexte. Le party l'a suivi, donc les 4 bonhommes se sont garochés dans le trou Bon. parce qu'ils étaient groupés. Et on s'est fait donner, messieurs, une taloche en bonne et due forme. Merci quand même à Nick Ontawa qui était sur le Twitch à ce moment-là. Oui, Nick. M'avoir indiqué qu'il y avait des barils explosifs proches des pilleurs de tombes qui étaient de passage. On est mort pareil, mais Jake a donné tout ce qu'il y avait. Je vous invite à aller voir les. Est-ce qu'il dessinait des pages de BD pendant qu'il affrontait les. Oui, c'est ça. J'ai 5 pages à J'ai faire. 5 pages à faire, Chris. Ah, Gauthier a comme freezé complètement à la bonne place. Est-ce que je vous ai perdu? Oui, 2 secondes. 2 secondes, tu nous as perdu. Mais vas-y, je disais, est-ce que Jake faisait des pages de BD pendant ce temps-là? Non. Il était vraiment dans l'action. C'était un peu trop. D'accord. Faut aussi un peu parler du jeu. Oui, ça serait fun. Hein? Baldur's Gate 3, c'est vraiment, selon moi, une belle et bonne suite à la franchise de Donjon. Si vous avez aimé Baldur's Gate 2, vous allez aimer Baldur's Gate 3. Attention, ça nous fait sauvegarder nos games plus vite que notre ombre. Pour vrai, si vous pensez que votre quête avance bien, que tout se passe bien, que vous êtes bon, sauvegardez. Parce que ça va Ouais. C'est ça que je faisais moi, dans Baldur's Gate 1, j'arrêtais pas de sauvegarder à chaque 2 pas là, parce que ça prenait une petite affaire puis tu meurs au début, ça n'a juste pas de sens. Puis ça fait quand même partie du plaisir aussi parce que tu vois qu'ils ont tellement mis de temps à élaborer un univers super complexe avec différents choix que c'est vraiment le fun de voir à quel point tu peux changer l'histoire puis faire des trucs complètement différents. Tu penses qu'il faut avoir joué aux 2 premiers pour apprécier le 3e ou pas du tout? Non, vraiment pas. Là. C'est une histoire à part entière qui se passe dans un univers. Si vous connaissez l'univers de Baldur's Gate, vous allez reconnaître plein d'affaires, là, c'est sûr. Mais le jeu est super beau. Je m'attendais un petit peu plus de qualité graphique, mais en même temps, c'est tellement gros que je comprends qu'il a fallu qu'il fasse des compromis à quelque part. Là, puis c'est vraiment pas si... c'est quand même vraiment beau. Là. L'histoire est engageante, comme je disais, vraiment complexe. Les choix sont vraiment, vraiment nombreux. J'ai fait des tout dépendamment... la bonne option à choisir est pas évidente. Il faut vraiment que tu y penses, puis que c'est vraiment pas noir ou blanc. Il y a vraiment des zones de gris avec lesquelles il faut que tu travailles. J'ai passé comme plusieurs heures déjà, puis j'ai l'impression que j'ai juste comme commencé. Je suis comme encore dans l'introduction. Bon signe. Ouais, très bon signe. On parle de dizaines d'heures aussi en gameplay. Là. C'est pas un jeu que vous allez finir en 30 heures. Là. Ouais, même que si vous essayez de trouver une critique complète du jeu actuellement, ça n'existe pas. Non, parce que les gens n'ont pas pu le finir. C'est ça, il y a même des critiques sur PC Gamer qui étaient comme « Guys, ils ont fait un article pour dire si vous cherchez la critique de Baldur's Gate 3, on l'a pas fait encore parce qu'il faut qu'on joue au jeu. Comme laissez-nous le temps de jouer au jeu, mais c'est vraiment long. Là, comme la critique, elle va arriver dans 2 semaines. Sorry, guys. Ah ouais, wow. Fait que sérieusement, à date, pour moi, pour les attentes que j'avais, je pense qu'on a un challenger pour jeu de l'année
Wow! Il y a eu il va y avoir beaucoup de compétitions cette année. Il y a le nouveau Zelda, il y a Armored Core qui s'en vient, il y a Diablo 4 aussi qui risque de quand même avoir quelques... Hogwarts Legacy aussi qui a beaucoup pogné en début d'année. Ouais, c'est ça. Donc, mais je pense quand même que ça va être un bon challenger. En ce moment, il y a sur Steam seulement à peu près 700 000 personnes qui jouent. C'est vraiment énorme. Ouais. Je pense que c'est le 9e jeu sur Steam avec le plus de joueurs récurrents. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que pour ce genre de jeu-là qui est plus solo, qui n'est pas un MMORPG, qui est plus classique, qui est quasiment des fois du point and click là, quand tu cherches des indices. C'est sain, je trouve, pour la diversité en jeux vidéo de voir ce genre de jeu-là attirer autant de joueurs. Ça envoie un message intéressant, je trouve, aux développeurs, qu'il n'y a pas que le même style de jeu qui peut faire des sous. Le même shooter, le même open world, le même... Tu penses-tu refaire un petit stream sur Baldur's Gate 3? Ou, probablement. On va essayer de continuer les aventures de Jake, mais il n'a pas pris des bonnes décisions. Ben écoute... C'est un master improvisateur. Il va trouver son chemin. Ouais, des gros jets de charisme. Oui, c'est ça. J'imagine que tu l'as boosté de charisme aussi au niveau de ses stats. Ben non, mais c'est ça. J'ai pesé sur n'importe quoi au début. C'est ça. Sacré Jake. Bon, excellent. Super. Monsieur Laurent Boutin. Salut. Parce que c'est pas la grande visite. Oui. Laurent Boutin. Oui, wow. Oui. Je vais vous parler de 2 bandes dessinées que j'ai lues ce matin parce que je vous rappelle que je suis en vacances. Oui. Je peux faire ça, c'est le malade. Mais oui, c'est ça. Incroyable. La première, c'est, je le tiens dans les mains pour les gens qui nous suivent live. C'est un volume 2, c'est une série assez récente qui s'appelle Eddie et Noé. C'est par un auteur de BD que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Max de Radiguez. C'est un Belge. C'est vraiment, il y a plusieurs livres là, de Râle à la cravate. C'est vraiment un auteur, je trouve, qui écrit le mieux l'adolescence. Dans le sens que c'est des bons personnages, c'est comme il réussit à mettre en scène vraiment genre le tourment émotionnel qu'est l'adolescence, mais aussi dans une optique très no bullshit. Là. Des fois c'est cru, des fois c'est violent, des fois c'est pas juste un bon côté, c'est pas juste coming of age cute, c'est genre tout l'enrobage comme l'adolescence finalement de l'adolescence. Fait que je l'aime vraiment beaucoup pour ça. C'est une nouvelle série, là, le tome 1 est paru, ça fait comme 6 mois, là, pas plus que ça, qui est très basé sur... C'est très, très 2023, là, c'est-à-dire que Eddie et Noé, c'est comme des adolescents à Bruxelles, mais qui sont comme à leur échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre collège soit meilleur dans ses plus vert, meilleur dans son recyclage, sa récupération, comment est-ce qu'on peut pas laisser le building aller à l'eau malgré une espèce de directorat qui a plus d'ambition, qui laisse aller, puis tout. Fait que c'est vraiment comme... C'est des activistes, des jeunes activistes. Le premier était comme beaucoup sur, justement, des questions climatiques. Le deuxième, il est plus sur des questions de racisme systémique qui ont lieu dans leur collège. Mais pour vrai, là, les deux, je les ai dévorés. C'est vraiment bien écrit. C'est juste, tu sais... C'est dur à décrire à l'oral, mais tu sais, quand t'as vraiment des bons personnages, là, vraiment fleshed out, puis qui marchent ensemble, puis que t'es aimes instantanément, là, c'est pas trop moralisateur. Non, vraiment pas. Puis tu sais, c'est le fun parce que des fois aussi, ils sont dans la réaction, puis ils se plantent, ça marche pas leurs actions parce qu'ils vont trop vite, puis c'est pas réfléchi, puis pas concerté, puis c'est comme, ils prennent quand même le temps de faire, OK, comment on peut mieux faire nos actions, qu'il y ait une plus grande portée, puis qu'on arrive, tu sais, à nos fins. Puis tout ça en expliquant, tu sais, je pense pas que ça se cache que le public, c'est les adolescents aussi, là, mais tu sais que... c'est sûr qu'on aborde des questions de LGBTQ, des questions justement de racisme systémique, de sexisme, de privilèges, de colonisation. Tu sais, tout ça est abordé d'une façon ou d'une autre, vulgarisé, genre, sans jamais que t'es comme, voyons, je suis en train d'être dans une leçon, tu sais, c'est comme juste parfaitement bien intégré à ces personnages-là qui vivent leur vie et qu'on a envie d'aimer, tu sais. Fait que, pour vrai, chapeau, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Rappelle le titre, s'il te plaît. Eddie et Noé, ça c'est le tome 2, les agitateurs, mais il y a un tome 1 je pense que le tome 1 c'était genre plus chaud que le climat, quelque chose de genre. Okay. Sinon, j'ai lu ce bouquin ici qui s'appelle Washington,
qui est sur une femme dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui existait pour vrai. Je vous retrouve son nom, Frances Gabe. Une dame de l'Oregon, des États-Unis, dans genre les années 50, qui est comme à péter une coche de ménagère, genre. C'est qu'une moment donné, est tannée, genre, tu sais, elle se lève à l'aube, elle fait à manger pour les enfants, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du lunch de son mari, puis tout, puis elle s'occupe de cleaner la maison, puis une moment donné, elle pète sa coche, puis elle décide comme d'inventer une maison qui serait auto-nettoyante. Fait que c'est comme vraiment une femme qui avait une ambition, qui aimait vraiment bricoler, qui avait le goût de se mettre la main dans la mécanique, dans la mécanique, puis qui a comme créé comme des prototypes, des brevets de genre probablement un genre de proto-lave-vaisselle, une maison, c'est ça, comme installer des sprinklers un peu partout pour que ça pitche de l'eau puis du savon puis que ça se nettoie tout seul, puis là, il est comme, OK, c'est bien beau, mais là, l'eau, elle stagne, fait que là, je vais détruire le plancher pour faire creuser une petite rigole pour qu'il y ait... En tout cas, fait que c'est comme quelqu'un avec beaucoup d'ambition, mais évidemment, c'est aussi une ménagère des années 50, donc on essaie de l'interner parce qu'elle est folle et hystérique. Puis qu'elle détruit tout l'ordre établi, elle prend pas sa place de femme, c'est-à-dire juste comme faire à manger et torcher les enfants. Puis c'est ça, fait que c'est super intéressant, c'est vraiment comme quelque chose que j'avais pas. Puis là, s'il y a un petit dossier à la fin, c'est comme vraiment une femme qui a genre une 70aine de brevets, mais ça n'a jamais tant que ça marché, mais elle a comme vraiment gossé toute sa vie pour essayer de d'ôter le fardeau du dos de la ménagère puis des gens moins fortunés, tu sais, comme ça n'a pas rapport. Puis là, de monnaie, elle s'est présentée en politique en se disant, OK, notre ville sera la première ville auto-nettoyante en Amérique, tu sais, comme on n'aura plus ça, des gens qui vont torcher la rue, comme des immigrants qui vont ramasser nos déchets, des femmes de ménage, ça n'a pas rapport, personne ne devrait faire ça. On va essayer que tout ça soit géré. Puis là, c'est intéressant parce qu'au lieu de s'attaquer, tu vois un peu l'époque, là, au lieu de s'attaquer aux problèmes sous-jacents, qui est la mentalité des gens, finalement, elle s'attaque aux problèmes physiques du ménage. Mais c'est quand même mais c'est intéressant. Quelqu'un qui essaie de faire un moteur à solution, mettons, comme où ce que logiquement personne aurait perdu au change, sauf que là, ça raconte même qu'il y a genre des groupes de femmes qui vont la voir, c'est comme arrête avec tes plans, comme après nos maris auront plus besoin de nous, genre, c'est comme se battre contre un système qui est tellement engrangé au plus profond de la société, tu sais. Fait que c'est comme fascinant à voir. Fait que c'est une histoire qui m'était tout à fait inconnue, mais honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant. Là. J'ai comme vraiment envie. Je serais ravi de voir, je sais pas s'il existe des documents. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, un film. Je sais pas s'il existe même, tu sais, de quoi faire un documentaire, de voir tout ça en action, parce que là, je l'ai lu en bande dessinée, mais j'ai tellement de questions sur le comment ça marche, puis tout, là, je serais ravi de voir un exemple. Il y a à la fin, là, c'est comme... Et évidemment, cette femme-là est décédée puis a vécu les dernières années de sa vie dans la pauvreté et l'anonymat parce qu'elle a failli se faire kicker out de la ville. Parce qu'en tout cas, voilà, quand tu te présentes en politique contre des hommes qui veulent pas que les choses changent, des fois, ça s'avère mal. Mais c'est ça, ça a l'air qu'elle faisait visiter sa maison auto-nettoyante à des touristes qui le voulaient bien, mais je ne pense plus que ça existe. Il ne doit plus avoir beaucoup de vestiges de ça, mais je serais vraiment intrigué de voir ce qu'il en reste. Excellent. Rappelle donc le titre, s'il te plaît, là. Ça s'appelle Washington. C'est aux éditions Actes Sud. Génial. Excellent. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant deux affaires qui me plaisent très bien, qui me plaisent beaucoup. La première, c'est une nouvelle qui est sortie la semaine passée, qui a fait un peu sourciller, qui a énervé les gens sur Internet. Puis comme la plupart du temps, oui, sur Internet, il y avait de l'agitation, Laurent. Puis comme la plupart du temps, c'était une espèce d'énervement sur Internet, n'était pas fondé pantoute. Là, c'est une espèce de tempête dans un verre d'eau. Il y a un site Internet qui s'appelle Transformers World, je sais pas si vous avez vu ça passer. Transformers World, non, c'est World, pardon. Qui est sorti tout droit de 97. Là. C'est un vieux newsboard avec
qu'on dirait que ça a été programmé dans Angel Fire, là, qui a fait une entrevue avec un représentant de Hasbro, le fabricant de jouets qui possède la franchise Transformers. Et durant l'entretien, il y a eu une question concernant le futur de Transformers parce que, vous le savez peut-être, mais Activision risque de se faire acheter par Microsoft. L'offre devrait passer. Et donc, il y a une panoplie de titres de jeux vidéo de Transformers qui pourraient potentiellement se retrouver sur le Xbox Game Pass, qui est l'abonnement par mois qui vous donne accès à une librairie, un catalogue de jeux. Donc, il y a plein de jeux qui sont gratuits quand vous payez un certain montant par mois. Et de ces jeux-là, il y en a eu beaucoup qui ont été transformés, qui ont été créés, sous la franchise Transformers, qui, à ce jour, ne sont pas disponibles sur les nouvelles consoles, qui n'ont pas été portés ou qui sont tout simplement disparus. Notamment, en fait, il y a 2 jeux que moi, d'ailleurs, je possède, qui sont War for Cybertron puis Fall of Cybertron, qui sont des jeux de Xbox. Si vous avez le disque, vous pouvez jouer sur la vieille Xbox 360, mais il n'y a pas de rétrocompatibilité parce que c'est pas supporté tout simplement, et c'est des rares jeux qui ne sont pas disponibles en rétrocompatibilité sur la nouvelle Xbox. Il faut avoir la vieille pour pouvoir y jouer. Donc, la question au niveau de l'entrevue, c'est porté autour de ces franchises-là qui pourraient être éventuellement portées vers la Game Pass. Et le représentant de Hasbro a tout simplement dit, puis là, c'est... Tu sais, les gens ont des opinions des fois, puis ils disent des affaires. Ça veut pas dire que c'est du cash, même quand on travaille pour une entreprise, qu'Activision aurait perdu les disques durs sur lesquels les 10 codes de ce jeu-là sont disponibles. Donc, les 2 que je viens de mentionner, Fall of Cybertron et War for Cybertron, et Transformers Devastation et Rise of the Dark Spark. Donc, des jeux Transformers. Et c'est ce que la personne de Hasbro a déclaré. Perdu dans le mal. Perdu dans le mal. Puis il disait, vous savez, quand une entreprise est absorbée par une autre, il y a des choses des fois qui disparaissent. Il faisait justement référence à l'acquisition de Microsoft d'Activision. Et là, Hasbro a décidé de clarifier ça pas longtemps après parce que là, l'Internet, je sais pas si vous avez remarqué, aime bien ça être ironique. Comme je le suis en ce moment. Il aime bien être ironique pour compter des points. Puis le monde a commencé à rire de ça. Et Hasbro a comme clarifié le tir plus tard. Et on dit, non, ça n'a comme pas rapport. Il y a eu erreur. Cette personne-là a parlé un peu au travers de son chapeau. Puis franchement, je n'ai pas peine à croire que c'est bien possible que cette personne-là basait son opinion sur quelque chose de peut-être potentiellement vague. Et il y a même une représentante sur X, l'anciennement Twitter, une certaine Lulu Chen Misveri, qui était la Executive Vice President Chief Commercial Officer pour Activision, donc un gros titre qui justifie un gros salaire, qui disait non, ça, ces annonces-là qui a fait boule de neige sur Internet, ça n'a pas rapport. On a les codes, on sait exactement où est-ce que les jeux sont. Donc, moi, je pense bien que si Activision est acheté éventuellement par Microsoft, juste pour ça, ces jeux-là vont se retrouver sur la Game Pass. Oui, c'est ça, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront comme plus le choix. C'est ça, exactement. J'espère bien que ça va se passer. Parce que moi, c'est ça. J'ai acheté Fall of Cybertron puis War for Cybertron, qui sont des très bons jeux Transformers, qui sont basés sur la Align Continuation, une vieille timeline qui n'existe plus dans l'univers de Transformers. Puis il faut que je joue sur ma vieille Xbox parce que c'est juste pas rétro-compatible. Mais donc, voilà, une tempête d'un verre d'eau qui est partie sur juste une déclaration d'un employé. Écoutez, si vous allez interviewer un gars d'un restaurant qui vous dit le riz, c'est la meilleure chose qu'on fait ici, c'est pas nécessairement vrai. Donc, c'est la même chose pour les grosses entreprises. On a des idées. Peut-être que cette personne-là disait la vérité, ou une vérité qu'elle pensait réelle, mais finalement, ça semblerait que ce n'est pas le cas. Mais surtout dans des grosses organisations comme ça, peut-être que lui, dans sa division à lui, c'est ça. peut-être qu'il n'avait jamais entendu parler de ces codes-là, mais on parle de Activision, Blizzard, Microsoft. C'est des gros bateaux. Ils vont s'arranger pour mettre la main sur la personne qui sait où sont le disque dur. Oui, on s'entend-tu que le code n'est pas juste sur un disque dur? Là? Il est probablement backé sur bien des affaires. Tout est possible, mais il y a des chances qu'il y a des sauvegardes un petit peu partout là, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est Transformers, la première franchise que j'aime bien. J'aime bien écouter des trucs sur Transformers. Je suis fasciné par ça. Sinon, mon autre fascination, c'est lié à Star Trek, évidemment. Et il y a un site canadien qui s'appelle Mobile Syrup qui fait souvent des mises à jour, des nouvelles concernant des annonces qui sont liées au milieu du divertissement et de la technologie, mais qui sont pas... ils prennent comme langue canadien puis ils le mettent de l'avant. Je donne un exemple. Si, par exemple, on dit Disney+ va s'acquérir des droits de Doctor Who, puis on va les rendre disponibles sur la plateforme, eux autres, ils vont aller chercher l'information sans savoir si ça comprend le Canada, par exemple. Et là, il y a du mouvement du côté de la franchise de Star Trek parce que Crave, qui est le diffuseur officiel sur les sites de streaming de Star Trek,
est en train de perdre la licence parce que Paramount Plus, un autre service de flux en continu, est maintenant disponible au Canada. Donc, tranquillement, les séries de Star Trek vont faire le saut du côté de Paramount Plus. Moi, je suis un des zélés qui est abonné à Crave, là, un des rares. Là, écoutez, là, j'en ai plus d'argent. Là, je m'abonnerai malheureusement pas à Paramount Plus. Ça va ressembler probablement à Même pas iTunes. pour Star Trek. Ça ressemble à iTunes.videotron.com, Laurent. C'est ça que ça va ressembler. Je suis désolé, mais ça va être ça. Il y a Tout avoir ça sur Plex. Et oui, absolument. Oui, le Plex de quelqu'un d'autre ou le tien. Et voilà. Mais il y a déjà 2 séries qui ont fait le saut du côté de Paramount Plus. On parle de Star Trek Discovery et Star Trek Picard, dont la 3e saison j'avais bien aimé. Et là, il y en a d'autres qui vont suivre Star Trek Strange New World à compter du 1er août, Star Trek TNG, saison 1 à 7 à partir du 8, Star Trek Deep Space Nine, saison 1 à 7 à partir du 15 août. Le 22 août, ça va être le tour de Star Trek Voyager, saison 1 à 7, Enterprise 1 à 4 le 29 août, et l'Animated Series et l'Original Series, donc la TOS, à partir du 5 septembre, va faire le saut du côté de Paramount Plus. Donc, si vous êtes abonné à Crave, vous n'aurez plus accès au catalogue de Star Trek à partir à peu près du 5 septembre. Il n'y a pas mention, par contre, dans l'article de Maple Syrups de Lower Decks et de Prodigy, qui sont 2 séries plus d'animation. Prodigy est destiné à un public plus jeune et Lower Decks, c'est comme genre du méta Rick and Morty version Star Trek que j'aime bien. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer à ce niveau-là. Je ne sais pas non plus pour ce qui en est du catalogue de Netflix, qui hébergeait aussi Star Trek. Mais Star Trek, c'était les anciennes séries. C'était pas les nouvelles séries à sortir qui étaient hébergées dessus. Donc, ça se peut qu'ils gardent les droits, mais qu'ils ne recevront pas les nouvelles, comme c'était déjà le cas. Et vous m'avez entendu, j'ai dit Star Trek Strange New World. Sachez que non, la série a fait le saut du côté de Paramount Plus, mais que les nouveaux épisodes, qui sont en ce moment, qui font leur apparition, je pense, tous les jeudis, vont être quand même déclinés sous la plateforme de Crave. Donc, ça va être disponible pour un certain moment. Donc, voilà, mais les nouvelles séries, donc éventuellement, si Section 31 se fait, si Star Trek Academy se fait, ça sera sur Paramount Plus. Sortez votre cash. Sachez, par contre, que si vous êtes encore abonné au câble, ça sera disponible encore sur CTV parce que là, on ne parle pas de droits liés au flux en continu, mais bien sûr à la télévision. Et comme CTV qui appartient à Bell, puis Crave appartient à Bell, vous pouvez, avec une preuve de votre abonnement, quand même streamer sur le site internet de CTV Sci-Fi, mais il faut prouver que vous avez un abonnement au câble. Donc, ça va se faire, mais c'est plus du streaming pur, c'est un streaming lié à votre abonnement au câble. Fait du sens? Voilà. Oui. Voilà, c'est concernant Star Trek. Je suis pas en crise, je trouve ça dommage parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment compliqué d'avoir accès à son contenu. Puis on finit par beaucoup payer là, pour ce genre de choses-là. On est dû pour des petits clubs vidéo. Là. Hey, pour vrai, là, il en reste un à Montréal sur Montréal. Puis des fois, je me dis, s'il est à côté de chez nous, j'irais. Ah ouais. Pour vrai. Ça devrait être un projet de retraite de Simon. Là. Il pourrait, juste avec son matériel, avoir un c'est club ça, vidéo. Il y en a déjà un dans la maison. C'est ça, exactement. C'est ça. Il y a une pièce dédiée à sa VHS, je crois. Monsieur Bio, la grande visite. Est-ce que tu avais autre chose? Parce que tu m'avais dit que tu avais préparé un truc, mais je ne sais pas si tu avais d'autres trucs. J'ai 2 autres choses. Est-ce que vous voulez que je vous parle des films que j'ai vus à Fantasia? Oh! Ben justement, en remplacement de Simon, qui parle des films qu'il a vus. Là. Le challenge. T'as-tu Google translaté les descriptions des films? Okay. Non, ça va être vraiment rapide. Moi, c'était. Alors, je commence par ça. Alors, on parlera d'un autre méca après. J'ai vu 3 films pour commencer. On est arrivé samedi et on était à peine arrivé chez vous quand on a débarqué pour voir Max Funk, Ton Funk seulement. Alors moi, Fantasia, je connaissais pas. Je voyais un festival juste magnifique avec un catalogue papier monumental, des films qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, en tout cas pas sur un seul et même festival. Moi je trouvais ça absolument fabuleux, donc c'était notre première participation pour mon épouse et moi-même. Donc Max Funk, on a commencé par un film purement québécois, et là on vraiment, pour le coup, on est tombé sur le film Potache. C'est quoi ce Potache? Potache, c'est vraiment le film de cégep. Ok. En gros, c'est un film qui a été tourné. Mais littéralement, il me semble... Ça se passe dans un cégep, c'est ça que tu veux dire? Non, mais ça a été tourné, je pense que c'est un film, je veux pas dire d'archives, là, mais c'est un film retrouvé qui... Oui, Rémi Fréchette, vous en avez parlé. C'est un film ça fait genre 20 ans qu'il a été filmé. Là. C'est complètement ça, Laurent. En fait, on a effectivement des gens qui ont tourné ça il y a 20 ans en fin d'études, en gros, et qu'on reproduit. Alors, c'était juste, l'ambiance était géniale, parce qu'il y avait
tous les gens étaient là, tous les gens qui avaient participé au film étaient dans la salle. Donc c'était vraiment une ambiance extraordinaire là-dessus, il n'y a rien à dire. Moi qui ne connaissais pas l'ambiance, etc., le film est redoublé derrière. Donc les voix étaient pas mal reprises, etc. Ouais. Ça ressemblait pas mal, alors je parle aux Français qui sont là et quelques Québécois qui connaissent pas mal du Mosinor. Voilà, donc c'était, on avait vraiment l'impression de juste de redoubler, c'était assez cocasse et drôle. Donc on a bien aimé Max Funk. Franchement, c'était quelque chose d'assez drôle. Hier matin, on a vu Deep Sea en 3D, donc qui est un film d'animation en 3D dont vous aviez parlé il y a quelques semaines. Oui, je pense que c'est soit Nicolas ou Ariel qui nous en avait parlé. Je me souviens plus lequel des deux. Je pense que c'est Ariel. Je crois que c'est Ariel. Là, franchement, au moment où on parle de Midjourney, de tout ça, là, on arrive avec un film d'animation extraordinaire. C'est une claque. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vais pas parler de l'histoire, mais très rapidement, c'est une petite fille qui découvre un monde sous l'eau, sur l'eau. Je dis sur l'eau ou sur l'eau parce que clairement, on ne sait pas où on est. Tellement on est embarqué dans une espèce d'énorme parc d'attractions où en gros ça bouge dans tous les sens, ça tourne, ça virevolte, les textures sont absolument magnifiques, on a l'impression l'eau ruisselle des visages, les larmes ruissellent, ça c'est sublime. Ils ont pas inventé, je pense que c'est Ariel nous avait expliqué qu'il avait inventé le studio, une technologie juste pour animer l'eau pour ce film. Ça paraît. Wow. Mais c'est vraiment un film. Moi, j'invite tout le monde à le voir parce que effectivement, moi, ça me rappelle. Alors, je parle en vieux boomer. L'époque, on avait un truc qui s'appelait. La télévision. Merci. La boîte à images. Oui, c'est ça. La radio. Merci. Le praxinoscope. Non, en bref, il y a comment dirais-je ça y est, tu m'as fait perdre mon film. Je suis désolé. C'est allez, lance un dé tant qu'à faire. Va. Attends, j'en ai un ici. Attends, bouge pas. Voilà, ça c'est fait. Ça est tombé sur le 2. OK. Non, je pense que vraiment le film est une réussite, une claque visuelle. Moi j'avais à l'époque les DVD ça s'appelait Imaginatrix à l'époque. En France, qui étaient des DVD qui étaient du salon de l'animation à Annecy. Et c'était vraiment les meilleurs courts-métrages. Et là, franchement, on voyait des choses comme à l'époque l'équipe qui avait travaillé sur Iron Flux, etc. On voyait les premières réalisations. Et là, vraiment, on est sur ce niveau de claque visuelle. Donc, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et puis, dans un autre genre, hier soir, on a vu un film américain qui s'appelle Sometimes I Think About Dying, qui est une sorte de The Office, mais hyper dark. Parce qu'en fait, la thématique, c'est le suicide, pour être très clair. Mais c'est très, très, très bien vu. Voilà, c'est les trois films. Moi, ce qui m'a plu là pour le coup dans la programmation de Fantasia, ce qui m'a plu, c'est le multiculturalisme. Il y a tellement de genres différents, et il y a tellement de publics différents. Moi, j'allais te demander justement, Laurent, parce que tu l'as dit, ça a été ta première exposition à Montréal. Vous êtes venu quelques fois à Montréal, mais la première exposition, excuse-moi, à Fantasia. Tu as trouvé ça comment? Parce que moi, je me souviens très bien le premier film que j'ai vu à Fantasia, puis j'étais sur le cul. C'est pas le même genre de public. C'est pas le public qui est passif. la même expérience. Exact. Fait, comment tu as trouvé ça? En fait, j'ai trouvé ça très étrange. Ah ouais? Dans quel sens? Positivement. Hein. OK. Parce qu'en gros, chaque film a son public. T'as pas un groupe de personnes qui va voir tous les films. Je l'ai pas ressenti comme ça. Il y en a quand même. Il y a des allées qui vont voir tous les films de Fantasia, je peux te confirmer. Mais Max Funk, on est sur un public vraiment principalement qui cherchait du côté potage, funk, etc. Ouais. Deep Sea, on était vraiment sur des fans d'animation. Et d'animation, je dirais, chinoise, japonaise. Et puis, Sometimes I Think About Dying, on était vraiment sur quelque chose de plus, pardon du terme, un peu plus perché, quoi. Voilà. Ouais. Donc, mais chaque film avait son public et tu le sentais dans les gens qui étaient autour de toi. C'est ça je trouvais ça impressionnant. C'est que vraiment, il y avait des attentes qui étaient différentes. Mais l'ambiance était là. C'est bien animé, c'est bien. Alors par contre, un truc.
Oui, Zidane. Quelqu'un peut m'expliquer le chat? Je vais te demander si tu avais entendu le chat. C'est une vieille anecdote parce que Marc Lamotte, qui est un des piliers du festival, qui était derrière Fantasia depuis longtemps, avait une soirée dans le temps ça s'appelait le Zapping Party, si je me souviens bien. Et durant cette soirée-là, il présentait différents clips tirés de soumissions, de trucs qu'il avait trouvés sur Internet. Et dans sa sélection, il y avait un truc qui s'appelait Simon the Cat. Vous pouvez d'ailleurs trouver Simon the Cat sur YouTube si vous tapez. Et c'est des aventures animées d'un chaton, d'un chat qui court après une balle ou whatever. Et il miaule durant les projections, dans ses clips, là, dans les courts-métrages. Et à un moment donné, c'est juste quelque chose qui est arrivé au hasard. Après, dans d'autres projections, la lumière s'est fermée, puis les gens ont fait comme miaou, puis c'est resté. Et aujourd'hui, il y a peut-être une poignée de gens qui savent l'origine, qui connaissent l'origine, mais c'est pas tout le monde qui connaît la joke liée au chat. C'est resté, en fait. Ça, puis créer le nom de Daniel, qui est le principal bénévole qui est là depuis des années, depuis le tout début. Donc, c'est ça. Daniel, c'est le bénévole qu'on connaît, là. Un ami à moi. Il y a aussi, il y en a des nouveaux un peu... Oui, qui s'inventent de temps en temps. Ouais, pas... Un peu sarcastique ou ironique, tu sais, je pense que, bon, ça fait des années, mettons, que il y a la pub, j'oublie le nom, là, mais l'espèce de soupe instantanée coréenne. Oui! Puis à chaque année, ça rend les gens plus fous. C'est genre comme l'annonce de cette soupe-là qui est, ma foi, fort ordinaire. Là, c'est très ordinaire, oui. Genre, l'annonce de ce produit-là, c'est comme si genre Jésus descendait sur terre à chaque fois dans la salle. Je crois. Je pense que j'étais là une des premières fois que ça a fait réagir parce que c'était un nouveau commanditaire pour le festival. C'est parce que la pub est comme présentée comme c'est ça, comme tu le dis, la deuxième venue du Christ sur Terre, de best shit ever. T'as la cocaïne, man, puis l'héroïne, mais avant ça, t'as la soupe ramen qui vante. T'sais. Puis le monde était comme ouais, tu en mettais, là. C'est de l'ironie, là, que ça n'a pas rapport que t'es au-dessus d'une montagne puis tu manges des Christy de ramen à 2 piastres. Ça n'a pas rapport. Fait que ça vient de là. Mais ça, ça fait un petit bout que ça se travaille. Oui, c'est ça. Mais là, il y en a un que j'ai remarqué cette année. Puis là, genre, au début, j'étais perplexe. J'étais comme, voyons, là, je suis donc bien dans une représentation enthousiaste. C'est qu'il y a une nouvelle pub de Desjardins qui est, ma foi, une pub très de Desjardins, là, qui met des gens en tout cas, des gens divers en train de vivre leur vie sur un jingle vraiment insupportable comme tout ce qui a rapport à Desjardins. Là, en tout cas, je suis sûr qu'on a tous, peut-être pas toi Laurent, mais nous, attendu en ligne à Desjardins avec une musique en loop insupportable. Puis là, les gens tapent des mains sur la musique de façon vraiment comme comme si on était d'un show, c'était bon, genre, puis là, ils tapent des mains comme sur le beat, puis là, j'étais comme, ok, les gens trippent sur Desjardins maintenant. Alors qu'il y a une couple d'années, tu sais, je me rappelle qu'il y avait eu l'espèce de gros leak d'informations personnelles à Desjardins juste avant le festival Fantasia, puis c'était déjà un commanditaire, puis là, il était hué avant chaque séance. Mais je pense que ça vient de là, c'est l'idée de, tu sais, comme tu veux pas, on est passif devant ces choses-là, on n'a pas le choix. Si t'attends en ligne ou si tu vois une pub avant une vidéo, t'as pas le choix de l'écouter, si t'as pas un bloqueur ou quand t'es en attente, tu peux rien faire pour accélérer le processus. Fait que là, t'es entouré de monde, puis tu fais comme, hey man, on va se l'approprier. L'équivalent de pogner une photo d'un politicien dans un journal, puis de faire une moustache puis un monocle avec ton crayon, c'est la même chose dans le public. Je pense que c'est une façon de pas virer fou, parce que la plupart des gens qui vont en Fantasia vont voir plusieurs films, c'est tout le temps le même set d'annonces, fait qu'une moment donné, je pense qu'il faut que tu t'appropries tout ça, parce qu'on te l'enfonce tellement, tu sais. C'est ça. Mais... C'est réagir. Moi, ça arrive des fois que il y a des sites que tu peux pas skipper les petites pubs. Fait que là, je ferme le speaker de mon ordinateur, puis je suis comme, hey, c'est moi qui ai gagné. En fait, c'est plus genre, si je réussis pas à comprendre que tu essaies de me vendre, t'as perdu. Exactement. Voilà. T'avais-tu autre chose, Laurent, que t'es allé voir? Ou, Non, demain, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Colin, t'es plus allé à Fantasia que moi cette année. C'est épouvantable. Mais j'ai pris mes places. Oui, c'est ça. T'es acheté de la France. Exactement. On va voir demain un film japonais qui s'appelle Journée to the West, qui est un mockumentary. Ah, ouais, ok. Il y a aussi la première du film de nos amis de RKSS, Johan, qui fait partie de l'émission, qui We Are Zombies, qui sera diffusé mercredi 18h30, je crois. Donc, un retour au bercail pour les gens de RKSS, parce que la première, pas la première, mais une des grandes projections de Turbo Kid, ça avait été à Fantasia après son espèce de parcours dans les festivals américains internationaux. Donc, hâte de voir ça. Je suis censé y aller. Là. Je vais essayer de braver la foule. Pas la COVID pour mon body.
Puis, je vous en reparlerai. Tu sais, c'est sûr que ma critique va être probablement biaisée, mais moi, j'ai entendu dire à date que c'était très, très bon. Puis c'est pas une opinion que j'ai demandé, c'est des gens qui ont vu le film pour la programmation qui me l'ont dit. Fait que, avec quoi tu joues, là? Un stylo. Laurent m'a acheté une balle en mousse. Oui, il me faudrait, là. Pour vrai, elle m'a acheté une Un balle en petit mousse. squeak squeak. Un squeak, mais non, justement, il faut pas que je donne un squeak squeak. Ah oui, un petit jouet de chien, là. Un papier bulle. un poulet, là, qui fait de... Ah oui, hein, ça, non, Ce serait le fun ça pour le finira chien, plus. Ça mettrait de la vie. Ah mon Dieu. Gauthier, qu'est-ce que t'as, toi? Moi, c'est ma nouvelle pour Laurent Bio. Donc, Laurent, toi qui es fan de Gundam Mobile Suit devant l'éternel, est-ce que tu as vu l'édition premium que Bandai et From Software ont lancée pour Armored Core 6? Donc, je vais essayer de le dire à la française. Armored Core? Ah, tu le fais bien. Ah oui, je l'ai reconnu. Là. Je l'ai reconnu. Armored Core. Parfait. Armored Core. J'ai pensé à toi parce que justement, tu es déjà un fan de Gundam et je pense que les éditions Collectors et Premium s'adressent justement à des gens comme toi parce que pour la modique somme de 250 €, je parle en euros pour que Laurent comprenne, tu peux recevoir le jeu vidéo, un magnifique steelbook, un livre d'art et une figurine de robot géant éventuellement. Donc, c'est très beau, c'est très bien fait. Là, tu y travailles, je regarde, là, je le vois, là, puis je sais qu'il y a une partie de son cerveau qui est titillée. Ouais. Puis c'est sûr que c'est cher, mais contrairement à certains jeux qui n'incluaient même pas de copie du jeu dans sa version Collectors. Oui, contre Blizzard, là, on a une version du jeu, ce qui est très bien. En fait, c'est un prétexte pour vous parler un peu plus en profondeur de Armored Core 6 parce que ça s'annonce pour être une grosse sortie de l'automne. Mm-hmm. Qui est prévu à la fin du mois d'août, le 26 août, je pense, prochaine. C'est bientôt, là. On est déjà, quoi, le 8 aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est bientôt. Puis, tu sais, ça faisait quand même 10 ans que le 5 était sorti. C'est une vieille franchise. C'est pas aussi vieux que Gundam, mais c'est quand même, je pense, ça l'a fait 25 ans au début de l'année 2003 que Armored Core existe. Vous avez sûrement déjà joué à ces jeux de robots géants sur vos anciennes consoles PlayStation. Ça avait fait quand même... Il y avait quand même un gros fanbase pour ça. Ouais, c'est un style plus arcade, à moins simulation, contrairement à MechWarrior. C'était comme une espèce de mélange entre, oui, de l'arcade, puis du gros bisounage de robots. Donc, oui. C'est-à-dire d'essayer de bâtir son robot pour qu'il soit le plus efficace en fonction de la mission qui lui est donnée. Et puis, cette fois-ci, là, on arrive avec un développeur qui est From Software, qui est reconnu pour ses jeux comme Dark Souls puis Elden Rings. Donc, le jeu promet quand même de vous faire pitcher votre manette, je pense. Moi, j'ai vu du footage, là, puis ça a l'air particulièrement intense. Là. Tu peux pas faire ça, ça pinote. Tu vas mourir. C'est ça, hyper rapide, avec des boss fights qui ont l'air quand même assez relevés. Dans les différents trailers qui ont été diffusés là, à date, on parle beaucoup de Cinder, comme des cendres. Il y a beaucoup de références à ça. Et puis, l'histoire prend place sur une planète qui s'appelle Rubicon 3, qui est comme une planète où il y a des humains qui ont découvert une nouvelle ressource, qui serait peut-être les Cinder. Puis on joue un mercenaire qui doit naviguer à travers les différents groupes qui s'affrontent pour la dite ressource. J'ai comme le feeling que cette ressource-là, les Cinder, c'est un peu comme les Souls dans Dark Souls. Je pense vraiment que ça va être une espèce de mélange entre Dark Souls puis de la MechWarrior porn. Là. Ça a vraiment l'air d'être fait pour ça. Là. Le développeur Yasunori Ogura, désolé si je magane ton nom, monsieur, il a donné une entrevue en décembre dernier qui parle d'une complète liberté d'assemblage des robots, donc customisation complète. On est vraiment fidèle à la tradition Armored Core. Yasunori a d'ailleurs dit que la difficulté principale en fait du jeu, ça va résider dans cet assemblage de pièces-là pour faire un robot efficace en combat. Okay. Donc l'importance de la customisation est tellement importante que From Software a rajouté du ray tracing dans le garage où on bisoune notre robot. Fait que tu sais, ils ont vraiment mis toutes les ressources graphiques sur comme OK, t'es dans ton garage, puis genre, tu veux voir ton robot, puis tu veux qu'il soit beau,
puis mettre Moi, j'ai ça l'impression dessus. que je sais déjà que tu vas te l'acheter, ce jeu-là. Je Gauthier. pense que oui. Ça coche beaucoup de cases. Ça coche beaucoup de cases pour moi. Quoique, je suis pas un fan des franchises de Dark Souls. Pour moi, c'est plutôt dangereux. Pas dangereux, mais c'est difficile. C'est pour fastidieux, moi, ouais. de garder ma patience puis de passer au travers. Mais si j'ai une histoire qui est vraiment engageante, si j'ai des mécaniques que je trouve le fun, je suis quand même prêt à mettre l'effort de plus pour y jouer. Puis c'est ça, comme je disais, les boss fights ont vraiment l'air comme les mécaniques sont quand même complexes. Il va falloir que vous regardiez attentivement comment fonctionnent les robots pour essayer de les battre. Bref, Laurent, je pense que l'amateur de Gunpla en toi risque d'être tenté par ce titre-là aussi. Je sais pas si t'es un gros gamer, mais il va falloir que tu gardes ton sang-froid si jamais tu... Ouais, tu games dessus, toi, Laurent? Ah, je jouais, mais je suis trop vieux maintenant. T'es pas trop vieux. Merci. Arrête ça. C'est quoi la console que t'as chez toi? Je me suis arrêté à la Switch. OK. Mais avant, Ben là, tu vas pas t'acheter une c'est pas si PS5? Ouais, c'est ça. on verra. Là, j'ai pas bon. Bref, j'ai le Mortal Kombat 1 qui me. Ben là, t'as tarot. deux jeux, là. Ouais. D'ailleurs, parlant de Mortal Kombat 1, la dernière petite chose sur Armored Core 6, il va y avoir un mode en ligne PVP, player contre player, de style Arena. Est-ce que ça se pourrait qu'on voit apparaître Armored Core 6 au Evo de l'année prochaine ou à la compétition de jeux de combat de Bandai Namco? On l'écoutait hier sur le Discord Ouais, étonnant après la lutte. Je pense la finale. on a probablement fait chier mes voisins parce que j'ai gueulé comme un con à 1h du matin. Mais c'était toute une finale. là. Hey man, j'étais dedans pour vrai. Là. Non-ironiquement, je vous dis ça. Puis je suis pas un gars qui écoute ce genre de combat-là. Puis en plus, c'est Johan qui a un peu investigué, qui a un peu parti de ce trip-là. Ouais. Puis c'est Gab, un gars du Discord qui a streamé, qui fait des soirées lutte. On salue Gab. Et Johan est très bon commentateur. Pour situer les gens, là, il est super bon. Il fait ça avec le MMA, il a fait ça avec ça. J'étais dedans que le calice. Et j'ai gueulé 2-3 fois. Des choses. Ah ouais, c'est ouais, passé ouais. des choses hier. Il y a des resets de personnes qui étaient sur le point d'être battues en compétition. J'ai juste Ménard dans la tête qui est arrivé deuxième, mais le premier, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Écoute, donne-moi pas les noms, là. Ça je les oublie assez rapidement, là, mais... Johan va m'en vouloir, mais c'est pas Ménard qui a gagné. On cheerait pour Ménard dans le dernier 6, mais c'est ça, il a perdu en finale. Ah, c'était quelque chose, puis le stade, c'était à Los Angeles, là, c'était 12 000 personnes. Tellement gros. Mon ancienne collègue de Monsieur Net, Stéphanie Harvey, était là. Je l'ai vu tweeter, plutôt partager sur Instagram une photo, était là-bas. C'était comme la place à être pour les professionnels du e-sport. Mais ouais, non, c'était... Puis j'ai même dit après, il va falloir qu'on s'y reprenne. S'il y a d'autres projections, là, éventuellement, il va falloir qu'on fasse ça. C'était un gros double feature parce qu'on a écouté SummerSlam, puis on a écouté ça après. C'était quelque chose. Fait que c'est, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est Evo, c'est Evolution, c'est la grosse compétition de jeux de combat annuel qui a lieu habituellement à Las Vegas, dans le Nevada, et c'est vraiment plein de compétitions en même temps. Là. Donc vous avez du Street Fighter, vous avez du Dragon Ball, vous avez du Mortal Kombat, et là c'était la dernière année, je pense que Mortal Kombat, c'est ça? Donc, il y avait une dernière année de jeu parce qu'il y a un nouveau qui s'en vient. Donc, puis là, tu avais Street Fighter 6 qui vient de sortir. Donc, c'était le jeu dans lequel les gens ça fait quelques mois seulement que le jeu est sorti. Puis il y a eu comme 7000 inscriptions au Evo. Oui. C'est une compétition où tu peux rentrer juste en payant. Donc, tu n'es pas obligé de faire des régionales. T'es pas obligé. Tu peux te pointer là, donner ton 500$ US puis participer à la compétition. Donc, on voit que Street Fighter 6 a vraiment eu un gros accueil positif. Les gens sont contents puis ils veulent se tapocher dessus. Moi, je peux pas jouer à ces jeux-là parce que je viens comme en maudit. Mais oui, on prend ça trop sérieux. On prend trop sérieux, mais c'est aussi que je sais pas ce que je fais puis j'ai pas la patience d'apprendre les moves puis le kit. Là, fait que je préfère garder ça à Mario Kart. Est-ce que c'est dans cette compète-là, ce week-end ou le week-end dernier, que un des joueurs avait oublié de désactiver le mode nude de sa Chun-Li? J'ai vu passer ça sur RDS. J'ai pas vu ça passer. Ça m'a tellement fait rire. Les commentateurs étaient juste... Ça existe. Ben oui, ça existe. Oui. Ça devant 12 000 personnes.
Bon. C'était très drôle. OK. Ben, merci, Gauthier. Monsieur Boutin. J'ai vu passer il y a 2 jours sur l'Instagram de Edgar Wright, le réalisateur, qui relayait lui-même une nouvelle qui est parue sur un site qui s'appelle Blog.to. Donc, qui m'a l'air d'être la version Toronto de genre Narcity, là. Ici, à Montréal, ça n'a pas l'air de voler super haut, mais qui est une nouvelle intéressante néanmoins, qui disait que la maison que Edgar Wright a utilisée pour filmer l'appartement de Scott Pilgrim dans le film du même nom, Scott Pilgrim versus The World, qui était la maison qu'ils ont utilisée parce qu'elle servait déjà de modèle à la maison de Scott Pilgrim dans la bande dessinée de Brian Lee O'Malley. Donc, lui-même qui habitait à Toronto, il a basé comme tout son comic sur des vrais landmarks de Toronto, et donc ils ont utilisé ça pour faire le film. Cette maison-là est en vente. C'est une maison qui est sise au 65 Alberta Avenue à Toronto. C'est en fait dans le film, c'est l'appartement de Scott et de son coloc Wallace, qui est joué par Kieran Coughlin. Il habite comme dans le sous-sol, là. Il rentre par la porte du sous-sol et tout. C'est pas vraiment habitable, ce sous-sol-là. Ce n'est qu'un garage, mais c'est au moins un très grand appartement. Une maison semi-détachée qui contient 5 chambres, 2 salles de bain et 2 cuisines, une à chaque étage. Donc, tout ça, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes des fans finis de Scott Pilgrim qui désirez vous installer à Toronto, c'est disponible pour la modique somme de 1 699 000. J'allais faire la joke 1,7 million parce que c'est Toronto, mais finalement, j'avais raison. Ben, c'est exactement 1,7 million. C'était la chronique crise du logement. Voilà, fait que on se rappelle que, en tout cas... À 800e, t'as fait réagir beaucoup avec... Oui, c'est ça, mais là, en plus, là, moi, je n'étais qu'à Montréal, j'ose même pas imaginer qu'est-ce qui se passe à Toronto parce que je sais que ça a toujours été pire qu'ici. Tu l'as écouté, hein, le 800e, je pense, Monsieur La Grande Visite. Oui. Parce que, est-ce que tu entendais le désarroi des gens dans la foule? Parce que nous, on était sur place, mais est-ce que tu as entendu quand Laurent faisait sa chronique de logement? Alors moi, je vais être très, très franc, je l'ai pas forcément entendu, mais je sais que c'est un vrai problème pour vous. Donc, bah oui, c'est comme partout. Là, je sais même plus ce qu'on va habiter dans une couple d'années. Fait que... Puis mon plan était d'aller habiter avec Laurent, mais là, c'est plus possible. Il est pris. Ouais. Il est pris. Ouais, on te fera de la place dans la chambre d'amis. Je suis sûr que Calem va vraiment aimer ça, que je puisse habiter avec vous autres. Ça va être lui l'ombre dans le garde-robe. Oui, c'est ça. Hey, qu'est-ce que vous faites? Merci à vous deux en train d'écouter un film. Je vais te louer mon garde-robe pour 1000$. Ben, une couple d'années, c'est tout ce que je vais pouvoir être en mesure de me payer, de toute façon. Fait que on n'est pas si loin que la réalité. OK, 1,7 million, pas pire, pas pire. Moi, j'avais une nouvelle qui va plaire beaucoup à Gauthier. Parce qu'on va parler de son univers étendu préféré, de sa franchise préférée. Hein? Doctor Strange? Non, mais non, ta franchise. Doctor Who? Non, mais non. Celle qui était, je pense, préconisée par une ancienne copine de toi. On parle de Lord of the Rings, en quelque sorte. Hein? Parce que je sais que tu es fan d'elfes et d'orques et de nains, mais pas sûr de J.R.R. Tolkien, parce que je sais pas, il y a quelque chose, il y a un traumatisme lié à ça. Pourquoi Cave! Parce que tu trouves ça cave, oui, je sais. Pourtant, Bracelet de cuir oblige, t'es fan de l'univers fantastique de Donjons et Dragons, mais pas de Lord of the Rings. Fait que, en tout cas, tout ça sachez que c'est ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on apprend que les geeks sont aussi des personnes de tout acabit et de tout horizon et des gens aussi qui ont fait carrière, et c'est le cas de notamment Post Malone, le rappeur Post Malone, qui a l'air somme toute très sympathique en entrevue. À chaque fois que je le vois, je me dis que ce gars-là, je pourrais prendre des bières avec. Qui vient de faire l'acquisition d'une rare carte, rare carte, édition Lord of the Rings du populaire jeu de cartes Magic the Gathering. Donc Magic the Gathering qui existe depuis très 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 longtemps. Il a acheté l'anneau unique à 2 millions de $. Ben voilà, j'y vais parce qu'il y a une édition maintenant Lord of the Rings qui existe, et l'anneau unique, comme dans le livre de Tolkien, a été trouvé à Whitby, en Ontario le mois dernier par un certain Brooke Trafton, dont un Canadien a mis la carte sur l'anneau unique, et l'anneau est estimé à 2 millions US. Parce que la carte est unique. Parce que la carte est unique. Comme ça. Exactement, Okay, comme l'anneau dans les livres. Et donc, ça fait 2,6 millions canadiens.
Donc, Brooke Crafton, a vendu la dite carte à Post Malone parce que lui, 2,5 millions ou 2,6 millions, d'après moi, c'est pas si compliqué que ça. Donc, il a partagé une vidéo sur Internet où on le voit, sur TikTok, où on le voit donner la carte à Post Malone. Et Mr. Crafton pleure parce que, tu sais, je veux dire, tu viens de changer ta vie. Là. Donc, il vend la carte. Par contre, il faut dire qu'il y a certains trucs sur Internet qui ont été rapportés qui ne sont pas très vrais ou qui n'ont pas été confirmés plutôt, notamment le prix de la carte. Parce que oui, la carte est estimée à 2 millions US. Oui, elle est 2,6 millions canadiens estimée. Mais on ne sait pas à quel prix elle a été vendue à Post Malone. C'est là où il faut faire la distinction. Il y a des gens sous la vidéo TikTok qui disaient oui, ça a été vendu 2,6 millions. On ne le sait pas. On ne sait même pas si ça a été donné en argent canadien ou américain. Fait que, on ne sait pas. Ça n'a pas été confirmé, puis probablement que ça ne le sera jamais. Mais il y a un homme qui vient probablement de changer sa vie pour le bien. On lui souhaite en fait une bonne suite avec tout ça parce que c'est énormément d'argent. Et c'est beau à voir. S'il voulait vraiment faire le bien, il aurait dû jeter cette carte dans un volcan. Bien c'est ce qu'on fait avec l'anneau unique. Ben, c'est peut-être ce que Post Malone va faire. Il va l'amener en Californie ou je sais pas quoi, puis la crisser dans un volcan. Ouais. Ça serait méta as fuck. Le Canada est une région où il y a beaucoup de cartes rares qui se retrouvent comme ça par hasard. Je sais pas pourquoi. Récemment, il y a un adolescent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord du Québec, qui est tombé sur la carte recrue de Lewis Hamilton, qui est une carte super rare de collection de Formule 1 et il s'est fait offrir $1 million. Wow. Chèque. Il s'est fait donner un chèque d'$1 million. Moi, mon building date de 42. Il y a probablement une couple d'Action Comics numéro 1 qui traînent dans les murs. Puis que cherche. Détruis les murs. On va commencer à faire des trous dans les murs. Tu sais. Voilà. Mais 2 millions pour une carte, si je ne m'abuse. Je pense qu'il y avait une carte de LeBron James avec ses étiquettes de la NBA. Ses 4 étiquettes de la NBA qui étaient comme une des plus chères, mais je pense que il y a des sets de cartes de Pokémon aussi, de 4 cartes Artist Edition qui ont été vendues plus chères, mais je pense que 2 millions pour une carte, c'est un record. Ça va être un record. J'ai vu, il y a une autre vidéo qui a partagé, le type qui a trouvé la carte, où il l'a dans les mains et il shake en train de c'est comme, man, t'as 2 millions dans les mains, tu sais. Elle est unique. Comme ça, là. Ouais, c'est fou, là. T'allais acheter un pack à ton dep du coin. Puis, en fait, ils ont même je l'ai pas noté, mais ils savent exactement où il a acheté le fameux paquet parce que c'est un commerce qu'il fréquentait depuis un bout de temps. C'est un amateur de Magic. Écoute, Magic, ça se dérougit pas la popularité de ce jeu-là. D'ailleurs, il y a des vagues, là, mais dans les années 90, c'était excessivement populaire. Là, ça revient. Moi, j'ai jamais été capable de jouer parce que je suis un épais, là. Je comprends pas. Je comprends pas les cartes. Le seul jeu que j'étais capable de jouer jadis, c'était Pokémon. Et je dois dire, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais Magic n'est pas dans mes cordes, malheureusement. Fait que voilà pour ce monsieur-là qui a changé sa vie. Vraiment cool pour lui. Est-ce que quelqu'un avait autre chose ou prenons-nous une petite pause? Parce que je pense qu'on a fait... J'ai deux tout petites nouvelles, si vous voulez. Lin-Manuel Miranda, je ne sais pas si le nom vous est familier, c'est le gars qui a écrit le gros hit de Broadway Hamilton, qui a aussi réalisé le film Tic Tic Boom avec Andrew Garfield. Ah, j'ai bien aimé ce film. Et qui a écrit les chansons pour les films d'animation Moana et Encanto. A annoncé qu'il travaillait sur un nouveau musical de Broadway basé sur The Warriors. The Warriors, qui, je ne savais pas, était un livre de 1965 de Sol Yorick, mais plus connu était l'adaptation en film de Walter Hill de 79. Donc, une affaire de guerre de gang là, qui sont... Guerre de gang. Guerre de gang. Voilà, fait qu'il y a ça qui arrive, mais je pense que Hamilton, c'était vraiment un gigantesque hit, fait que je suis curieux de voir ça. Puis sinon, juste mentionner que le film Barbie, que je n'ai toujours pas vu, a franchi un box-office de $1 milliard en 17 jours seulement d'être sorti. Donc, pour Warner, c'est le film qui a atteint le plus rapidement cette marque-là, du 1 milliard, c'est-à-dire 2 jours plus vite que le dernier Harry Potter.
Ah ouais. Ben là, je pense, tu sais, moi, Juste c'est pour pour Warner, là. Warner, fait que c'est 2 fois plus vite que Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, ce qui est quand même pas rien. C'était pas comme le dernier de la franchise, donc écoute, je suis quand même très curieux de voir ça. J'ai entendu tous les commentaires dessus, j'ai très hâte de me faire moi-même mon opinion. Je cherche par contre encore ma pièce de vêtements roses pour me joindre à la crowd, trend. Ouais, et j'ai fait un petit tour par un cinéma entre-temps pour rattraper mon Spider-Man Across the Spider-Verse. Quand même, je me suis dit, Barbie, j'ai encore le temps. Spider-Man est en fin de run. Fait que, mais il y avait beaucoup de gens habillés en rose, très criard. J'aime ça. Comme ça. Ben non, mais j'aime ça qui est... Tu sais, un trend de l'Internet comme ça, là, qui n'a pas vraiment de raison. Ouais, qui est positif. Ça sert à qui est rien, pas, mais je suis comme, ouais, les gens sont contents, ils s'habillent. comme c'est ça. pas Je suis manger de content, la vitre ou des ouais, Tide ou Pods, des là. Tide Pods, là, c'est genre juste comme les gens festoient puis ils Eh font oui, de quoi de c'est le fun spécial quand pour les aller gens au sont cinéma. contents. Oui. Ah Ouais, oui, les gens aiment ça encore se retrouver, étrangement. Voilà. Merci, Laurent. Toi, l'autre, Laurent, la grande visite, avais-tu un dernier truc que tu Je termine juste. Grandizer U, l'année prochaine. Association du studio Dynamic Planning de Gonagai et d'une fondation qui s'appelle MISC d'Arabie Saoudite. Bon. OK. Et voilà, le teaser est en ligne depuis cette semaine. Le look, le design est très particulier. C'est très Evangelion. Les robots sont très élancés, les personnages. On a un look et on voit le chara-design de Actarus et de Alcor. Bon, ça change. Voilà. Ouais. Ça, c'est la franchise qui est voir. basée sur Godzilla. Ben, j'allais dire Godzilla. Goldorak, ici, au Québec. Ouais. connaît. Ouais. Je pense que ça a marché très fort en France. Hein. Ici, je pense que c'est fin des années 70, 80 que c'est arrivé au Québec. C'est juste un peu avant que j'ai commencé à écouter la télé. Là. Mais Ouais, la France a une relation particulière aussi avec la culture japonaise. Là. Je pense que vous avez toujours été très près. Puis d'ailleurs, on s'était posé la question à l'émission. On se demandait pourquoi la France Ouais, c'est avait une vrai. proximité aussi grande avec le Japon au niveau de tout ce qui était production culturelle. Tu sais, vous avez rapidement été intéressé par ce qui venait de là. En fait, Est-ce que la réponse est le Club Dorothée? c'est ça. Non, mais vraiment. Mais c'est non, si, ouais. non. C'est sûr. Faut pas oublier un truc. On se bouffait du club d'eau 8 heures par jour. Ouais, c'est ça. 8 heures par C'était jour. 8 heures par jour. C'était tous les Wow. jours. C'était quasi tous les jours. Ça commençait à 7 heures le matin. S'il y avait une pause pour déjeuner, entre guillemets, ça repartait à 15 heures, etc. Attends, mais c'était des reprises ou c'était pas 8 heures Alors, il non-stop? y avait du très bon, du très mauvais, mais on s'est quand même pris très tôt du Ken le Survivant dans la tronche. On avait 8-10 ans, on se prenait du Ken le Survivant, les Chevaliers du Zodiac, du très très bon. Franchement, et je pense, et tout ce qui était Goldorak, etc., c'était encore plus tôt. C'était Antenne 2 à l'époque qui nous balançait ça. Et c'était, enfin, ça et la vague de jouets et derrière Dorothée qui est arrivée avec sa bande pour te balancer des choses. La culture japonaise, oui, nous a toujours fascinés. Et je pense qu'il y avait un terreau qui était déjà bien en place avec pas mal de séries qui passaient. Les XOR aussi et compagnie qu'on a dévoré aussi quand on était môme, font que oui, il y a une grosse fascination pour le enfin, je crois qu'on est le 2e pays lecteur de manga dans le monde, hein, si je me trompe pas. Ouais, Gauthier, je pense que le 3e, c'est les États-Unis. c'est quand même assez fou. Mais oui, enfin, honnêtement, ouais, le Club d'eau était vraiment un truc C'est quoi, fondateur. pour les gens à la maison qui savent pas c'est quoi le Club Dorothée, tu peux nous décrire un peu? Alors, le Club Dorothée, c'était Dorothée, qui était une journaliste qui a été embauchée très très jeune à l'époque par, je crois que c'était la femme du père d'Antoine de Caunes, pour les gens qui connaissent un petit peu Antoine de Caunes. C'était donc, qui était aussi speakerine. Donc, Dorothée était une jeune speakerine qui passait à la télévision et qui a commencé un espèce de show où, en gros, elle avait créé une bande de copains et chacun avait un rôle. Il y avait Corbier qui était un espèce de guitariste fou qui était très très drôle. Il y avait Jackie qui était alors moi j'ai lu sa biographie à ce garçon-là. C'est un fan de musique et c'est juste il était agent d'artiste. Il a accompagné
Blondie dans ses premiers concerts en France, etc. Enfin, c'est des gens qui avaient vraiment une culture générale juste énorme. On n'était pas sur des crétins du base, hein. On était vraiment sur des gens très cultivés qui allaient chercher de la culture pour l'apporter aux mômes. Alors, ça vaut ce que ça vaut quand on regarde aujourd'hui des épisodes. Notamment, ils avaient un show live qui s'appelait Pas de pitié pour des croissants. Oui, ça, on a eu ça aussi au Québec sous Canal Famille. Ouais. Et ouais, en gros, le gros truc, c'était de fourrer des croissants dans la bouche de tout le monde. Voilà, oui, quoi. ça, j'ai jamais compris. Je me souviens que j'étais jeune, j'étais comme, ils sont donc bien fucking whack, les Français, man. Pourquoi ils trippent autant sur les... Moi, c'est ça qui m'a introduit au Rita Mitsuko. Je suis pas surpris. Il passait des clips des Rita Mitsuko à Pas de pitié pour les croissants, là, comme ça finissait plus. Mieux vaut ça que les premiers films de la chanteuse de Rita Mitsuko. Bon, bref, allez, hop. Voilà. Mais tu sais, pour nous, c'est comme s'il y avait, tu sais, à l'époque, Ciné Cadeau, il y avait des gens il y avait des personnages qui présentaient Ciné Cadeau. Oui, mais c'était filmé ici, c'était au Québec, par contre. Oui, mais il y avait, puis il introduisait, comme, mettons, Astérix. Il était, là, on va vous présenter le prochain Astérix. C'est un peu ça, mais comme si c'était genre à la semaine. Ouais. Ouais, ok, je vois genre, un peu comme un genre de Vosimolo version quotidienne. Ouais, Bulldog Bazar. Bulldog Bazar. Des petits clips entre les émissions, mettons. Ouais, c'est ça. Ou un 0340, qui était aussi une émission, justement, qui présentait les émissions de Radio-Canada. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, j'étais allé loin, c'est avec Élise Marquis, je crois. Ouais. C'est loin. C'est pas Patricia Paquin. Patricia Paquin était là. Oui, c'est ça, Patricia Paquin. Ouais, on se mélange tout le temps entre les deux. Merci Laurent d'avoir vidé la question avec nous. Ben oui. Avec grand plaisir. Mais je suis persuadé, franchement, je dis ça. Pardon, je prends du temps, Ben, mais. Non, prends ton temps. Demain, ils relancent un truc, Club Dorothée, en France, ça marche. Mais direct. Il y a, je me souviens que quand les mangas, pour faire revenir le sujet d'origine, quand les mangas sont arrivés au Québec, vous autres, ça faisait déjà une couple d'années que vous en aviez, puis on avait les versions francophones dans l'ordre de lecture nord-américain, de gauche à droite, et ça avait fait une révolution. C'est pas sur nous que ça sonne. Ça sonne. Ça sonne où? C'est pas ici. Peut-être chez nous. C'est peut-être chez Laurent. En tout cas, on va voir. Mais puis c'était comme... Je sais pas quelle porte c'est venu ouvrir dans la psyché des enfants Québec de l'époque, mais ça avait tellement fait ses forts. On était fous. Dragon Ball, Dr. Slum. Moi, j'ai collectionné les Sailor Moon pendant un Christy de bout. Il y avait quelques séries, mais je me souviens que quand les Dragon Ball sortaient, je pense que c'était à chaque 3 mois, 4 mois, c'était la folie. Mais vous aviez tout, là. Vous avez déjà toute cette série-là chez Glénat en France, ou presque. Mais maintenant, on est rendu mieux. Là. Je pense qu'on l'a un petit peu plus rapidement, puis il y a une plus grosse sélection. Mais ouais. Fut un temps, messieurs, on marchait 15 000 dans la neige pour acheter notre manga. Voilà. On prend une petite pause, messieurs, parce qu'on a quand même une BD à parler en fin d'émission. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Si vous voulez encourager les activités des Mystérieux Étonnants, faites en sorte qu'on continue à exister. On a une petite plateforme qui s'appelle Patreon pour l'équivalent d'un café par mois. C'est rien. Faites en sorte qu'on garde les lumières allumées. Je sais que le mois dernier, il y a plusieurs personnes qui ont quitté. Hein. C'est peut-être l'été, l'inflation, tout ça. Mais sachez que vous pouvez revenir n'importe quand si vous voulez nous aider. Et puis si à la maison, vous hésitiez depuis un certain temps, voilà la chance de prendre la place de ceux qui ont quitté le mois dernier pour nous aider à garder pour payer les billes. Donc, vous allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Vous pouvez arrêter, recommencer quand vous voulez. Il y a des gens, des fois, qui quittent pendant une couple de mois puis qui se réinscrivent plus tard. Et en échange, on vous offre des goodies. Donc, le podcast Bifurcation, qui a eu des nouveaux épisodes récemment avec Caroline Brault et Olivier Carpentier, qui sont 2 auteurs et autrices de bande dessinée qu'on connaît bien, dont on a parlé souvent à l'émission. C'est des amis à nous. On a parlé de la réalité de c'est quoi un salon puis un Comic-Con, un salon littéraire. Comment on peut se préparer. Quelques anecdotes. Ça fait quand même 10-12 ans qu'on se connaît, donc on a échangé là-dessus. Vous avez également aussi des épisodes en avance de Terre humaine chez Isidore, qui est le podcast animé par Étienne Forêt, notre ami Simon Chenier et Gabriel Lesocolard sur la télésérie très brune Terre humaine. Donc, je comprends pas le trip, mais vous avez de l'air à triper là-dessus. Vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Je vous le rappelle, c'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. On y partage des articles, on écoute de la lutte, on écoute des gens qui se tapochent à Street Fighter 6 comme hier. C'est bien le fun. On a pris une petite pause des films de ce temps-ci, mais ça va sûrement revenir à l'automne. C'est une super de belle communauté. Puis il y a des gens qui consomment rien de tout ça, mais qui donnent au mystérieux pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. On a des spin-offs, Noël chez Isidore et Terre Kaiju qui existent grâce à votre contribution.
contribution. Si vous ne pouvez pas donner au mystérieux monétairement, parlez du show, partagez-le, donnez un petit 5 étoiles et voilà, peut-être qu'éventuellement on va être invité, nous autres tous à coupe ouvert. Je sais pas, là, rendu là, je sais pas. Je suis comme rendu ma joke. Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, Amazon Music et en archive sur notre site internet, c'est là où on est disponible. On est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et les autres plateformes de bullshit, mais c'est surtout sur Discord qu'on est présent. On revient dans quelques instants avec notre sujet de la semaine, Noctera volume 1, Full Throttle Dark. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée publiée chez Image Comics de Scott Snyder et Tony Daniel, Noctera volume 1, Full Throttle Dark. Mais juste avant, un avertissement, on risque de perdre notre ami Laurent Boutin qui va se faire kidnapper potentiellement durant le segment parce que tu as des problèmes de porte, c'est ça? Oui, c'est ce que j'expliquais juste à l'instant, c'est que aujourd'hui, on est encore dans le post-déménagement, comme vous voyez, malgré tout, derrière moi, petit à petit, je déballe les boîtes et je place des choses. Mais tu es encore dans le bureau de Mulder et Scully, là. Il y a beaucoup de filières et de... Ouais, oui, mais moins, en tout cas. Oui, moins qu'on ait déjà. Ça s'en vient. Ouais, lentement, mais sûrement. Baby step. Aujourd'hui, j'ai revissé la porte du vestibule qui avait été décrochée au déménagement parce que pour passer des choses, ça va mieux si tu ôtes la porte. Puis là, je me suis dit, hey, c'est fini de passer des choses, on peut enfin revisser cette porte. Puis là, en fermant la porte pour la tester, en faisant « Wow, mission accomplie, cette porte est remise à sa place », la porte ne s'ouvre plus. En fait, il y a quelque chose qui répond plus dans le mécanisme de la poignée. Donc, voilà, j'étais avec ma blonde, chacun de notre côté de la porte, et j'étais pris dans le vestibule entre deux portes, dont une qui n'ouvrait pas. Donc, il a fallu que je fasse le tour du bloc pour passer par la ruelle alors que j'étais nu-pied en bobette avec une perceuse dans la main. Fait que ça se peut que que mon proprio qui est en train de gérer d'autres choses dans le bloc débarque en plein bus. Ça se peut que j'aille à gérer ça. Génial. Tout ça va pouvoir justifier une augmentation de 60$ par mois du loyer. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Oui, comme je l'ai mentionné, de Scott Snyder et Tony Daniel, Full Throttle volume 1. Noctera volume 1, Full Throttle Dark. Vraiment titre qui fait très japonais là, dans sa formulation. Là. Et quand les Japonais font des titres en anglais, ça ressemble un petit peu à ça. Je n'y ai pas demandé, mais je me risque à demander à notre ami La Grande Visite, Laurent Billot, si tu voudrais juste décrire la prémisse, parce que je veux pas le faire. Allez, j'y vais. Je me le sentais, j'avais prévu. Je me disais que tu le savais. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Oui. Donc nous voilà en présence de Val Rix, qui est une jeune femme. Ah oui, pardon, j'oublie le... décidément. Je perds mes moyens, tellement la BD est excellente. Bref, 10 ans plus tôt, est arrivé un événement qui s'appelle le Big PM, qui est en gros l'extinction du Soleil. Bon, on m'appelle le Big BM. Excusez, je ne peux pas comme passer à côté. Excusez. De cette extinction, le Soleil a donc disparu et chaque être humain ou chaque organisme biologique, que ce soit animal, etc., au contact de cette noirceur, une belle noirceur, se transforme. Et l'être humain se transforme complètement, y compris dans son ADN, etc. Et ça démarre à quel niveau ? Au niveau des gencives. C'est expliqué plusieurs fois. Oui. Ça démarre dans les gums. J'ai cherché gums, j'avais un doute. Ça démarre là. Bon, bref. Et donc, on retrouve 10 ans plus tard une jeune fille qui s'appelle Val, qui est une passeuse, qui en gros fait passer les gens d'une ville à une autre, sachant que la seule manière de combattre la noirceur, c'est donc la lumière, et de posséder la lumière avec soi, d'avoir la lumière sur soi même. Et donc, Val se promène avec son frère qui s'appelle Emery, et qui lui est infecté. Il a commencé à être infecté par la noirceur. Voilà un petit peu la chose, et ils sont contactés par un grand-père et sa petite-fille, Augustus et Bailey, pour leur demander d'aller dans une cité qui permettrait en gros de retrouver la lumière. Et
En gros, Augustus prouve à Val que il y a vraiment de la chance à aller là-bas, c'est qu'il a un coup de soleil, un sunburn. Ouais. Voilà. Alors, c'est bien résumé quand même, là, c'est pas évident. On va faire le tour rapidement pour connaître votre appréciation, donc on rentre pas trop dans les détails, mais rapidos, commençons par Gauthier. J'ai vraiment eu l'impression de relire Geiger, OK. qu'on avait lu il y a quelques semaines C'était-tu déjà. avec Jeff Jones de Scott Snyder aussi? C'était de qui cette série? Je vais aller voir pendant Ouais, que tu... ok. Mais c'est-à-dire qu'au niveau de l'arc narratif, je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup. Donc, une espèce de quête, on est obligé d'aller à quelque part pour sauver l'humanité. En même temps, il y a une relation familiale qui est un petit peu difficile, où il faut qu'on sauve quelqu'un en même temps. Gary Frank, excuse-moi. Gary Frank, c'était pas Snyder. Ouais. C'est 2 récits post-apocalyptiques, mais en gros, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a certaines choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Puis ça fait en sorte que, au final, j'ai quand même... je peux pas dire que j'ai pas aimé ça parce que ça m'a étrangement touché. OK. Donc, voilà. Mais toi, Laurent, Boutin? J'ai trouvé ça correct. J'ai pas haï ça, mais c'est vrai que j'étais aussi en territoire familier, j'ai l'impression. Tu sais, même si le setting de cette post-apocalypse-là est un peu différent, outre ça, il n'y a pas grand-chose que j'avais pas vu avant, puis je trouvais que ça jouait pas tant que ça comme ça aurait pu sur, mettons, la peur du noir, de l'inconnu, tu sais. C'est pas... on n'a pas le temps... Il n'y a aucun moment où on est comme « Oh, qu'est-ce qui se cache dans cette noirceur-là? » C'est tout le temps genre... c'est bad, puis on se sauve, on fuit de l'avant. Je pense que ça aurait pu donner une ambiance un peu plus edgy, mettons, à la chose. Je trouve qu'il y a une mise en place de trucs intéressants sur ce qu'on appelle les shades, donc qui sont les êtres humains mutés par cette grande noirceur-là, qui, là, on apprend que vers la fin qu'ils parlent un langage entre eux autres, puis que peut-être, ils ont un être. Ouais, c'est ça, tu sais, puis qu'ils ont peut-être un but, ils sont peut-être pas juste comme justement pas tout à fait d'une façon, disons, zombie, c'est-à-dire juste des êtres qui ne sont qu'un besoin primaire de dévorer quelque chose, là, qu'il y a peut-être quelque chose derrière, que ça, je trouve, qui est intéressant à creuser. Mais sinon, effectivement, l'idée de passeur avec quelqu'un qui a de quoi qui pourrait changer toute la donne, il me semble que j'ai quand même déjà vu ça, mais la raid est quand même plaisante et efficace. OK. Toi, monsieur la grande visite, Laurent, qu'est-ce que tu en as pensé? OK. Je veux pas dire que c'était poche, mais j'ai pas... franchement, la plupart des scènes d'introduction, genre le camp où ils sont, où Val et son frère sont entourés par les militaires, on a déjà tellement vu ces scènes-là. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a un peu embêté. Et puis il y a des choses qui sont pas expliquées. Pas pour l'instant, mais la série a comme 3 trades au total, je crois, qui sont sortis, peut-être même plus. Ouais, cool. Donc, oui, il y a peut-être des réponses qui vont venir plus tard, parce que c'est pas terminé encore. Bah, le truc qui m'a un peu embêté, c'est qu'on nous explique que Val a été opéré de la cataracte jeune et que ceci l'a habitué à la noirceur, entre guillemets. Mais je n'ai pas compris, ou alors j'ai loupé un truc. Qu'est-ce que ça lui apporte de plus à l'instant T? Moi, je pense que c'est juste un assise narratif. Réflexes. Ouais, c'est ça. Il y a pas de. Je pense pas que ça lui offre un pouvoir quelconque. Je pense que c'est une manière de. C'est une assise pour raconter une histoire en parallèle. Ouais, c'est vrai que ça ne donne pas un avantage sur personne. C'est vraiment juste comme moi, à cause de ça, je sais qu'il se passe des affaires bad dans le noir. Ouais. Ça lui permet de se sauver plus efficacement la première fois qu'elle est dans un camp qui se fait attaquer. Ouais, oui, mais ça la rend plus une coche plus méfiante. C'est pas un c'est pas un pouvoir, non, c'est ça, c'est pas un pouvoir.
Mais somme toute, t'as pas aimé donc ton expérience de lecture. Écoute, graphiquement parlant, par contre, j'ai bien aimé. Voilà, il y a du beau travail, le travail sur la lumière et on peut parler de la couleur par Toby Murray, c'est ça? Exact. Est excellent. Le travail sur justement, en fait, sur les sources d'éclairage dans la couleur sont vraiment excellentes. Mais j'ai trouvé ça trop convenu. Voilà, c'est la seule chose. Après, j'ai passé un bon moment quand même, mais tu sens que c'est quelque chose qui est un petit peu là pour être... Et d'ailleurs, je crois que c'est parti pour être une série Netflix bientôt. Ça sent en fait que c'est un pitch là, pour la télé. Voilà. Ce qui est malheureusement, souvent les projets de style Image, là, tu le sens que... Puis je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi les éléments qui fait qu'on sent ça, mais il y a de temps en temps, tu sens le pitch télé. Et maintenant, c'est devenu avec le temps un peu garant du succès, entre autres grâce à Walking Dead, qui est une série qui a un certain succès ou qui a tout de moins une preuve, ou pas une preuve, mais qui démontre comment elle va se décliner ou elle pourrait se décliner, pourrait s'adapter facilement en télévision. C'est visuel, je pense que les producteurs aiment ça. Ça justifie bien auprès de son patron. Mais moi, je suis un peu à la même place que Laurent, quoique j'ai quand même apprécié, mais j'ai trouvé ça quand plutôt convenu. Je pouvais déceler venir les punchs. On s'entend, c'est 6 numéros réunis dans un premier volume. Donc, habituellement, un bon cliffhanger américain à la fin d'un single issue, il va y avoir quelque chose qui, potentiellement, va vous donner envie d'acheter le mois prochain. Dans ce cas-ci, je sentais exactement où ça s'en allait. Les détournements, je les ai vus. Puis, contrairement à vous, je comprends pourquoi vous avez apprécié l'art, mais moi, je trouvais que ça faisait très 90s. Ça faisait très Babe à la Witchblade. Il y a des moments où j'ai l'impression que c'était Mark Silverstreet qui avait dessiné ça. J'ai pas été épaté, mis à part pour le design de Blacktop Bill. J'ai pas été épaté par le design de ce futur, là. J'ai des créatures au véhicule puis les cités, j'ai trouvé ça excessivement convenu. Mais il y a quand même un élément qui fait que j'ai envie de peut-être voir où ça s'en va, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup plus sous le capot. C'est juste qu'en 6 numéros, c'était pas le but de tout nous présenter. L'origine de la lumière, l'origine de la noirceur, il y a comme une espèce de filament aussi théologique là-dedans qui est expliqué, mais qui n'est pas encore assumé dans les premiers volumes. Fait qu'est-ce qu'ils sont en enfer? Est-ce que c'est juste une image qu'ils utilisent, ou on est vraiment littéralement en enfer? Ça, c'est le genre de choses que je veux éventuellement apprendre. Mais ouais, c'est là où j'en suis par rapport à la bande dessinée. Tu sais, quand vous dites que ça ressemble à un pitch de série télé, moi j'ai vraiment rapidement eu l'impression que oui, c'était le cas, mais au-delà de ça, que c'était un pitch pour un jeu vidéo. J'ai vraiment eu l'impression. Okay. Tu sais, t'as les bases éclairées, t'as des checkpoints où il faut que tu saves pour comme, tu sais, avoir récupéré ton énergie, t'as des armes qui sont différentes, t'as toute la mécanique avec la lumière. Faut libérer des taux puis sauter dans des bottes de foin. Ça ressemble pas mal à ça, là. J'étais comme, my God, ok, c'est assumé, là, clairement, tu sais, ça a été designé comme un jeu vidéo, cette série-là. Là. Puis moi, je pense que c'est un peu le plaisir que j'ai eu. Un des deux gros plaisirs que j'ai eu, c'est ça. C'est de sentir comme tu sais, qu'on découvrait des endroits quand même assez le fun. Tu sais, surtout les checkpoints, tu sais, le Neon Cove, tu sais, les métaphores de marine, comme si c'était comme si les truckers, les gens qui sont les passeurs, utilisaient un lexique comme de marin. De la marine. J'ai trouvé ça le fun, mais au-delà de ça, puis ça c'est vraiment Scott Snyder là, qui me fait ça, c'est que sa manière d'écrire me touche profondément. Puis je sais pas si c'est mon état mental un peu fragile actuellement, mais c'est l'utilisation de ces répétitions quand il fait des flashbacks puis qu'il revient dans le présent pour mettre la lumière sur comment se sentent les personnages, ça m'a chaviré. Je suis d'accord que moi, je trouve que c'est les moments efficaces de la bande dessinée. Puis je pense que c'est pour la raison pourquoi il y a l'origine des yeux des cataractes. C'était pour revenir au passé, pour donner une raison. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment dans ces répétitions de mots
il y a comme un rythme dans l'écriture de ce scénariste-là qui avec moi fonctionne à fond, tellement qu'à la fin de la BD, genre j'ai pleuré. Ah ouais! J'ai pleuré, j'étais comme, mon Dieu, je m'attendais pas du tout à ça, tu sais, il y a rien dans le visuel de la BD, dans le propos, dans genre l'intrigue qui m'a laissé croire que j'étais pour aller dans cette zone-là, très émotive. Mais c'est ça, parfois ça arrive. Parfois c'est des bons moments pour lire Scott Snyder. Puis je pense que j'étais vraiment dans un bon moment pour lire Scott Snyder. Moi, je voyais trop la structure. Je voyais les filaments, je voyais la charpente. Puis c'est ça qui m'énervait. Classique. Pourtant, comme je vais revenir à un truc très familier puis plutôt récent, mais ça run de Batman, surtout dans les premiers numéros. Tu sais même pas ce que tu as de la misère à te retrouver, à quel point c'est expérimental dans la structure, puis dans la prose, puis c'est bien mélangeant. Puis finalement, c'est excellent. J'ai beaucoup de plaisir, surtout la run où il parle des premières années de Batman. C'est comme une genre de relecture des origines du personnage, mais une période qu'on n'a jamais vue. Puis il ramène ça au futur. Fait que, tu sais, dans son exploration temporelle, il est capable de faire ça. C'est un scénariste qui l'a déjà fait. Mais j'arrêtais pas de voir, comme on dit en bon français, les beams dans son histoire. Fait que c'est peut-être ça qui m'a un petit peu agacé ou qui a pas fait en sorte que je me suis complètement livré. Et je dirais que l'identité visuelle de la BD, quoi qu'elle est efficace, je savais pas où on était. On est-tu dans un futur hyper sophistiqué? On est-tu dans notre... Tu sais, parce que t'as des casques, style holographique, mais t'as un camion qui est très convenu, qui a l'air d'un camion de notre époque. En même temps, celui de Black Bolt Bill, sa voiture, on dirait une Batmobile qui est superbe, mais qui contraste full avec le reste de l'univers. Fait que, visuellement, la BD, je trouve que je sentais pas l'univers qui était derrière. C'est super subjectif, c'est peut-être juste moi, en fait, mais il y avait de quoi? Il y avait une incohérence dans le tout qui marchait pas pour moi. Ouais, le world building est vraiment étrange. Parce que c'est vrai que, tu sais, même qu'il y ait des scientifiques qui aient découvert des nouvelles formes de la matière, tu sais, on est vraiment dans le domaine de la science-fiction. Ouais, de particules. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis il y a vraiment beaucoup d'avancées technologiques. Tu sais, même juste les petites contraptions que Emery utilise, c'est fou. C'est les petites armes, tu parles? Les armes qui créent? Des espèces de flashbangs, mais microscopiques. Là. Là, tu te dis, OK, mais dans les flashbacks qu'on avait dans leur jeunesse, donc il y a 7 ans, genre? À peu près, 10 ans. Tu sais, ça avait vraiment l'air des années 2000. Je comprends pas ça. Donc. Le costume hyper sophistiqué de Valve, qui a pas de pouvoir, qui est pas en tout cas, à moins d'indication contraire prochainement, qui a pas de capacité surhumaine, mais qui va aller sur le dessus de son troc. Là, je fais du nitpicking, on s'entend, je suis très conscient de ça. Mais qui va sur le dessus de son troc pour combattre des créatures avec des épées puis d'autres shit. Il y a quoi dans le ton qui marche pas? Je me demande si la BD aurait gagné à être campée dans quelque chose d'hyper réaliste à la Walking Dead, justement. Puis il y a comme un côté très fantastique, très futuriste, très sci-fi, qui est comme jamais pleinement assumé et qui, pour moi, ne rajoute rien. Enlève le costume, enlève le casque, enlève tout ça, ça fonctionne pareil. Il y a un dessinateur qui a décidé que lui, il voulait dessiner ça. Ben, il y a un trip, ouais, c'est ça. Je pense que Tony Daniel s'est dit, on va faire de quoi de... Puis, c'est-tu moi ou Augustus puis son frère jumeau, il ressemble en esti à Stan Lee, puis ça m'a vraiment gossé. J'ai pas remarqué. Moi, j'ai pas vu Stan Lee. Non? Qui t'a vu? Moi, j'ai vu Sam Elliott. J'ai vu Sam Elliott aussi. Ah, ouais, ok. J'ai vu Sam Elliott, ouais. Absolument. Ouais. Puis ce personnage-là ne croit pas aux portes, hein? Non. Quand il y a le big reveal à un moment donné que le frère qui s'appelle Tiberius, c'est comme Augustus puis Tiberius, est de connivence avec le grand méchant de la série. Il parle à un écran tel un... Ah ouais, son meeting secret. Il écrit tel un Cobra Commander, tabarnak, devant un gros écran de 80 pieds, puis... La fille est comme surprise, puis l'autre est comme, mais que fais-tu ici? Voyons, on dit, ferme la porte au pire, là. C'est vrai que ça fait G.I. Joe du samedi matin. Ah, là, mon Dieu, ça, j'ai trouvé ça cave, là, mais vraiment cave, là. Mais bon, c'est des choix qui ont été faits, là. Mais je suis curieux de vous poser la question. Pour vous, est-ce que c'est 100% scientifique ou il y a un aspect spirituel, voire théologique? Parce qu'on sous-entend qu'ils sont peut-être, ce sont probablement... Ils ont fait venir d'une autre dimension l'enfer sur Terre, finalement.
Croyez-vous que c'est ça ou c'est une expression qu'ils utilisent? Ben, ça, je pense que c'est une avenue qui est quand même intéressante là, en storytelling, là, surtout de science-fiction. Là, c'est de partir d'un concept qui est scientifique, réaliste, puis plus tu le pousses, plus tu te rends compte que ça devient de la spiritualité. Tu sais, ça arrive souvent. Puis ça, je pense que s'il exploite ce filon-là, ça peut devenir vraiment le fun. Tu sais, je pense que Snyder est quand même apte à livrer cette marchandise-là. J'y fais confiance. Mais tu sais, après ça, est-ce qu'il va avoir assez de lecteurs pour continuer la série? On va voir si Image Comics, mais c'est son nom. Hein, ça aide beaucoup d'être un Scott Snyder du côté d'Image. J'ai l'impression que Laurent, tu te réserves de bâcher la BD, mais tu peux le faire si c'est ce que tu veux. Non, mais non, c'est pas cool. Parce que en tant que bon français, là, vas-y donc, chiale dessus. Là. Non, je vais pas faire ça, c'est pas bien. Ben non, arrête. Non, c'est juste que, oui, c'est convenu, capillotracté, téléphoné, tout ce que tu veux, et pas expliqué. Voilà. J'étais déçu, et puis, alors, je suis content, parce que écoute, quand tu m'as envoyé l'album, j'ai ouvert, et je dis, wow, qu'est-ce que c'est que ce Sous Witchblade? Pardon. OK. La couve. Tu l'as vu, le Sous Witchblade, toi aussi. La couve de base, t'as l'impression vraiment du Witchblade. Witchblade. Donc, je me dis, mais c'est une série des années 90. J'ai eu le même sentiment. Et j'ai regardé il y a 15 issues, 15 épisodes, et les couves sont assez, encore une fois, assez répétitives au final. J'ai préféré les variants à la fin, même. Qui sont plus beaux. Je me disais, ça porterait tellement plus le contenu. Moi, quand tu m'as envoyé, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on veut lire, tu sais? Je m'attendais à n'importe quoi, tu sais. Mais je pense que c'est ça qui me gosse plus que d'autres choses, parce que, encore une fois, l'idée, la prémisse de base est intéressante, mais le traitement, comment on nous l'amène visuellement, ça fait sci-fi cheap. Il n'y a pas de raison que ton héroïne sur le cover ait une pose à la Gen 13 avec son cul vers le dude, vers le lecteur, avec des armes hyper sophistiquées qui n'ont pas de place. Reprends la même histoire dans un contexte visuel, disons, plus réaliste, puis j'embarque beaucoup plus que dans ce faux futuriste cheap. Ouais, moi je me suis même dit, une version extreme de Daredevil. J'étais comme, au début, tu sais, sur la cover, on dirait qu'elle a comme des espèces d'armes, comme des bâtons. Exact. Comme, sérieux? C'est des bâtons de lumière, en fait, mais oui, exact. Ouais, c'est ça, je comprenais pas. Ce choix-là, puis ça revient, tu sais, quand on disait, il y a quelqu'un, quelque part dans l'équipe artistique qui a voulu faire ce qu'il voulait. Oui, c'est exactement, je pense que c'est volontaire. C'est pas le hasard qui a mis à cette direction-là, mais on dirait que ça se porte moins à l'histoire. Ça aurait été une histoire de super-héroïne ou une nouvelle histoire de super-héroïne revisitée à la sauce Image Comics, go for it. Mais ce récit-là, visuellement, pas que le dessin est laid, mais il appartient à une époque. Il appartient vraiment à une époque. Puis en regardant les autres couvertures des numéros qui suivent, moi, j'ai eu l'impression de revoir quelque chose qui était dans mon comic shop en 97. Là. Et puis, justement, on parle de dessin. Quand tu vois effectivement le personnage de Gustus et son frère qui sont tellement similaires à Sam Elliott, je suis désolé, Val, d'une case à l'autre, ça n'aurait pas le même visage. Moi, j'étais... Mais c'est des jumeaux aussi, là. Je pense que c'est juste qu'ils sont similaires, là. Mais moi, c'est à quoi il m'a fait penser, mais malheureusement, le nom m'échappe, mais c'est un vilain de Spider-Man qui était très présent dans les années 90. C'est pas Ezekiel. C'est Ezekiel? Non, c'est pas Ezekiel. Il a des cheveux longs, gris, une moustache. Il a le même look, même style de trench coat. Là. Le nom m'échappe. Il y a du monde à la maison qui me gueule après, là, mais c'est un personnage des 90s. C'est un personnage des 90s. Fait que pour moi, tout ça, c'est volontaire. C'est vraiment comme Gauthier le disait, il y a quelqu'un qui a décidé de faire ça, puis il a réussi, mais ça concorde pas avec l'histoire qui nous est livrée, selon moi. Mais bon. Est-ce qu'on le conseillerait? Gauthier, toi, t'es parti plus... si vous aimez l'écriture de Scott Snyder, c'est quand même, je pense, de très bons dialogues. Mais après ça, je pense qu'il faut être dans le bon mindset là aussi. Ouais. OK, je pense que Laurent, t'as pas besoin de répondre. Non. Moi, je vous dirais, regarde, je vais le prendre comme ça, c'est une des séries qui mériterait peut-être un intégral quand il va sortir. Un intégral. Ouais, non, mais je veux dire, si vous voulez lire la BD...
je pense pas que c'est une série qui mérite, entre guillemets, qu'importe ce que ça veut dire pour vous, un achat mensuel ou un achat trade par trade. Moi, je vais acheter éventuellement, puis je le fais souvent, le gros intégral pour avoir l'entièreté, puis pas avoir à se casser la tête. Parce que je suis très intrigué de voir où ça s'en va malgré ce qui, moi, m'apparaît comme étant des faux bons. Voilà. Je jouerais aux jeux vidéo. Moi aussi. Oh oui, il y a une mécanique là-dedans qui est déjà établie. On n'est pas inquiet. Hey, messieurs, on va se laisser là-dessus. De toute façon, je pense que notre ami Laurent est aux prises avec sa porte. Il est MIA. Ouais, il est disparu. Ouais. Mais merci, la grande visite, d'avoir été là cette semaine. J'espère que tu as eu du plaisir. Ah, toujours. Merci à vous pour l'accueil, toujours. Ben, écoute, Merci, tu Laurent. es toujours le bienvenu. Écoute, ça nous fait plaisir de te recevoir. Puis nous, on va se revoir cette semaine. On a déjà 2 choses de prévues dans la semaine qui s'en vient. Minimum. Minimum. Oui. Je pense qu'il y a 3 en fait. Oui. On se voit demain, samedi. Oui. Puis vendredi potentiellement aussi. Oui, voilà. Donc voilà. Donc merci à vous à la maison. Je vous rappelle la semaine prochaine, je ne sais pas s'il va y avoir un show. Je vais essayer d'en enregistrer un d'ici là. Mais s'il n'y en a pas la semaine prochaine, c'est à cause que j'ai pris un congé, ce qui m'arrive excessivement rarement. Mais c'est ça. Faites attention à vous autres. Puis à bientôt. Ciao. Ciao. Salut, merci, à bientôt.